Bonjour à tous, c'est bon, et tout le monde. On devait faire le Stade de France aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui est venu, mais c'est pas grave, c'est à cause du soleil. On a voulu en fait faire une petite conférence autour du running, parce qu'il y a beaucoup d'engouement ces derniers temps, et on voulait se réunir, parce qu'on veut montrer que c'est pas si simple, il y a différentes thématiques qui se réunissent, et l'idée c'était de vous faire part donc, du coup du côté alimentation avec Alice, du côté planification d'entraînement avec Brian, et moi je vais vous parler un petit peu de douleur et de blessure et de comment gérer ça. On va laisser Brian commencer en premier. Ouais, bah du coup, c'est moi qui vais introduire un peu le sujet de la journée. Donc, on va commencer avec la planification de l'entraînement. Et l'idée de la presse, forcément, en 20 minutes, là, je ne vais pas avoir le temps de vraiment vous dire exactement comment il faut faire pour planifier de A à Z ses objectifs. Mais l'idée, c'est un peu de se dépatouiller dans toutes les infos qu'il peut y avoir aujourd'hui avec les réseaux, tout ça. On se retrouve avec pas mal d'infos. L'idée, c'est de vous apporter au moins du mieux que je peux quelques infos qui peuvent vous permettre justement de mieux orienter en fait votre entraînement. Yes. Petite présentation vite fait. Moi je fais une thèse en ce moment en sciences du sport, donc à l'INSEP et avec la Fédération française handisport. Dans le cadre de la thèse, en fait, j'accompagne l'équipe de France de paracyclisme sur un point physio et suivi de l'entraînement. Je suis entraîneur aussi à côté. Je cours un petit peu, j'ai fait un peu de triathlon, je me la pète quoi. Du coup, l'entraînement, la planif de l'entraînement. Aujourd'hui, le truc, c'est que si demain je veux commencer à préparer un objectif, qu'est-ce que je peux faire? De base, en fait, je peux potentiellement regarder. Ça marche pas bien. Je peux trouver en fait des applications très simples. Je rentre mon chrono, ça me donne un plan d'entraînement tout fait, trop bien. On va voir que c'est peut-être pas idéal. Il y a pas mal de vidéos aussi sur Internet, sur YouTube, tout ça, courir au seuil, planifier sa saison. Sauf que le problème, c'est que si on va un petit peu dans les détails, on se rend compte qu'il y en a pas mal qui disent le contraire de l'autre. Donc parfois, ça peut être difficile de se dépatouiller là-dedans. On va avoir pas mal d'articles, on va nous parler de 80-20, on va nous parler d'entraînement polarisé, on va nous parler vraiment de l'entraînement en zone 2 aussi, très d'actualité. Encore plus avec la méthode norvégienne. Enfin bref, il y a pas mal d'infos en ce moment, mais pas forcément facile de s'y retrouver pour avoir tout ce qu'il faut. On va avoir nos montres aussi qui vont nous donner pas mal d'infos. Elles vont nous dire qu'on a besoin de 4 jours pour récupérer de l'entraînement de mardi. Spoiler, c'est nul. Donc voilà, il y a pas mal d'infos et l'idée c'est un peu de dépatouiller le truc. ChatGPT, c'est trop bien. Donc du coup, la base c'est un peu ce bout de bois. Ce bout de bois, en fait, c'est votre corps, c'est votre physiologie. Et le truc, c'est que quand je vais faire un entraînement, je vais venir appliquer une charge sur ce bout de bois. Cette charge, elle va venir appliquer un stress sur votre organisme. Et le truc, c'est que la façon dont ce bout de bois il va réagir, ça va être vraiment ce qui va déterminer en fait votre entraînement au quotidien. C'est-à-dire que si je viens appliquer une grosse charge, c'est-à-dire ce soir je vais faire un gros entraînement sur la piste, je vais faire un truc bien dur, le truc c'est que ce bout de bois, ma capacité à encaisser la charge, elle va se courber. Et le fait qu'elle se courbe, c'est de la fatigue en fait. Et donc le truc, c'est de devoir, c'est l'objectif en fait de l'entraînement, c'est qu'on vienne continuellement appliquer des charges, mais que le bout de bois il bouge pas. Parce que quand il bouge trop le bout de bois, il pète. Et quand il pète, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Uriel, il en parlera mieux que moi tout à l'heure, il va parler de la blessure. Moi, j'attire votre attention sur l'inadaptation aussi, parce qu'on n'est pas forcément obligé de se blesser pour que l'entraînement ne se passe pas de manière optimale. Et le truc, c'est qu'on peut arriver dans des situations, donc là le graphe il est un peu compliqué, mais ce qu'il faut voir, c'est vraiment cette phase-là. C'est-à-dire, vous allez avoir un entraînement, vous allez continuellement avoir l'enchaînement de vos séances, et en fait, va arriver un moment où il va y avoir des courbatures, il va y avoir un peu de fatigue qui va se commencer à se générer. Et le truc, c'est ce qu'on veut pas aller, c'est là. Ce qu'on veut pas aller, c'est à cet endroit où en fait, le corps, il va arriver dans une situation de stress où il va plus s'adapter. Et c'est-à-dire qu'en fait, il va juste chercher à revenir à la situation de base. C'est-à-dire que le 6x1000 d'hier, il a servi à rien. Donc le truc, c'est que en fait, on a trop tendance à les tourner, à les voir jusqu'à la blessure, mais avant ça, il se passe déjà des trucs pas ouf. Donc il y a toujours un aspect à gérer. Et pour aller plus vers cette phase-là, en fait, cette phase d'adaptation, où continuellement on arrive à charger, récupérer, mais on va toujours vers le haut, c'est-à-dire on met toujours plus de charge. Et donc, dans la même idée, c'est toujours une balance à gérer. On gère une balance entre des objectifs d'un entraînement et ce que l'entraînement il va nous coûter. Les objectifs de l'entraînement, ça va être vraiment tous les... j'ai mis ça, mais on s'en fout. Au final, c'est vraiment
tout l'aspect physiologique qui va se passer quand vous allez réaliser telle ou telle séance d'entraînement. C'est vraiment ce qu'on recherche de l'entraînement. Le coût de l'entraînement, c'est justement ce que va produire ce fameux 6x1000. Ce fameux 6x1000, il va produire potentiellement des courbatures, il va produire une fatigue nerveuse, il va produire des choses, et ça va être le coût de l'entraînement. Et donc l'idée, c'est de gérer un petit peu cette balance qui fait qu'on arrive en fait à suffisamment mettre de charge pour ne pas péter, pour ne pas se désadapter, mais justement bien récupérer. Et donc du coup, pour gérer ça, on a justement les 3 caractéristiques d'entraînement qui peuvent être utilisées, le volume, la fréquence et surtout l'intensité. Donc l'idée là, c'est d'aller un peu dans chaque petit point. Donc le volume, très simple, le volume, ça va être le temps que vous allez passer à l'entraînement. Donc que ce soit sur une journée, sur une semaine ou sur un mois entier. Et donc votre volume, en fait, c'est la courbe que vous avez sur Strava. C'est cet indicateur qui va vous permettre de monitorer en fait la façon dont vous progressez dans la charge, la façon dont vous êtes régulier au quotidien, parce que ces aspects-là, c'est pas pour rien qu'on les rabâche, parce que c'est la base du truc. Demain, on ne peut pas se mettre à faire 100 bornes semaine si on part de 10 bornes la semaine dernière. Donc cette progressivité, elle va être gérée, mais c'est quand même l'idée, c'est d'aller vers de plus en plus de volume, parce que le volume, c'est le plus gros prédicteur de perf. Sur le graphique que vous avez là, en fait, il est assez simple à comprendre. C'est le temps au marathon que vous avez en haut. Vous avez des athlètes qui courent environ un marathon en 4 heures. Donc on se rend compte que sur la prépa, ils sont autour de 250 km cumulés sur une prépa. Donc là, c'était 12 semaines, je crois, sur cette étude. Et en fait, là, si on descend vers des perfs autour de 2h30, on est plus autour de 1250-1500 bornes. La relation entre la perf et le volume, elle est linéaire. Plus vous allez pouvoir courir, plus vous allez progresser. Maintenant, ça paraît simple sur le papier. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas passer à 100 bornes semaine demain. Donc, toujours à gérer en fait, cet aspect progressivité et régularité. La fréquence. La fréquence d'entraînement, ça va être justement pour 2 athlètes avec un même volume. Ali, voilà. Donc là, par exemple, sur cet exemple-là, on a 2 athlètes qui courent 50 km dans leur semaine, ils ont 5 heures d'entraînement, donc le volume, il est identique sur la semaine. Par contre, la fréquence, la répartition des entraînements, elle est différente. Et franchement, cet outil-là, je le trouve très très sous-coté par les athlètes. C'est un des meilleurs outils qu'on a en termes de gestion de charge. Là, par exemple, cet exemple-là, on peut avoir un athlète qui a fait une grosse séance un dimanche. Potentiellement, séparer un footing en 2 jours, ça peut être une bonne idée s'il y a eu trop de dégâts sur la séance du dimanche. On est vraiment sur un système qui nous permet d'accumuler de la charge, mais en la réduisant sur une journée. On va la dispatcher sur plusieurs jours. À la fin, la charge interne, elle est la même. Ce qu'on va donner à notre organisme, c'est à peu près la même chose. Pour autant, on peut le dispatcher. Ça ne veut pas dire que c'est toujours la bonne chose à faire, mais ça peut être une idée quand justement il y a beaucoup de fatigue qui commence à se cumuler. Et l'intensité. L'intensité, on peut le définir en fait avec la relation en fait entre la vitesse et le temps. Là, par exemple, on a une courbe, donc forcément, en fait, un athlète qui va sur un temps court, il va courir très vite. Donc ça va être un sprint. Sur un temps long, il va courir beaucoup moins vite. Jusque-là, hyper logique. Et le truc, c'est que sur cette relation, on va pouvoir regarder justement l'allure 10 km du gars, elle est là, l'allure marathon, elle est là. L'objectif de l'entraînement, forcément, ça va être de faire monter cette courbe. C'est-à-dire que pour un même temps, on va aller plus vite. Donc on va faire plus de distance. Donc en fait, on va décaler, on va aussi allonger le temps, on va être capable de tenir un peu plus dans le temps. Et donc forcément, en fait, on va décaler nos performances. On va décaler l'allure 10 km, on va décaler l'allure marathon. Et à partir de ça, ce qui est aujourd'hui assez bien connu et ce qui est très utile justement à l'entraînement, c'est qu'en fait, on va pouvoir séparer des domaines d'intensité, des zones d'entraînement. On va pouvoir vraiment catégoriser des efforts qui sont là, les efforts qui sont là, et les efforts qui sont là-bas, je ne sais pas viser. Donc cet outil, c'est les zones d'entraînement. On peut les séparer en 3, voire en 5 parfois, mais vraiment en 3, je trouve personnellement c'est la meilleure solution. Donc on va avoir la première zone qui va plutôt être une zone de footing, une zone de sortie longue, une zone d'effort facile en fait. On va avoir une deuxième zone qui va être une zone où justement il va y avoir une première rupture sur votre physiologie. Il va vraiment y avoir un moment où, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il va y avoir un moment où ça va devenir forcément un peu plus dur. En fait, il va y avoir cette rupture, vous allez rentrer dans une deuxième zone. Donc là, ça va être des efforts entre 30, 2h30. Là, c'est vraiment dépendant du niveau de l'athlète de base.
En termes de séances, on va retrouver des séances entre guillemets tempo. Et on va avoir une autre séparation. Il va y avoir on va passer un deuxième seuil. Et justement, en fait, ça va plus être les efforts que vous réalisez sur piste, ça va être des 30-30, les 1-1, ça va être des efforts assez intenses. Pourquoi c'est utile en fait? C'est parce que à partir du moment où on connaît ces domaines d'intensité, en fait, on peut regarder et estimer la charge qu'on va appliquer sur le corps. Là, par exemple, j'ai mis sur le diapo, j'ai mis des points de stress. C'est très arbitraire, ça n'existe pas. Mais le truc, c'est qu'on sait très bien qu'un effort en footing est bien moins stressant qu'une série de 30-30. Et donc le truc, c'est qu'à partir de là, en fait, pour gérer son entraînement au quotidien, ça va vraiment être un outil. Et bien sûr, là-dessus, on va pouvoir regarder aussi quelle est la demande de votre objectif, que ce soit un marathon, que ce soit un semi, que ce soit un 10 km. En fait, en fonction de votre profil, ce que vous soyez là, par exemple, ou que vous ayez le 10 km plus dans cette zone-là, la zone, elle va vous permettre de déterminer ce que vous allez faire au quotidien à l'entraînement. Parce que forcément, derrière, l'important, ça va être des spécifiques. Si je prépare un 10 km, il faut que je m'entraîne dans la zone physiologique dans laquelle je vais réaliser mon 10 km. Par contre, ce n'est pas la seule zone dans laquelle je dois m'entraîner. Donc là, j'ai pris large. On a justement, en fonction du niveau, il va y avoir une grande variabilité. On va avoir des athlètes qui vont faire leur marathon en zone 2 ici. On en a d'autres qui vont faire leur marathon en fait sur une zone 1. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est assez intéressant de regarder en fonction des profils ce qui peut se faire. Et donc du coup, la grande question, c'est comment je répartis mon intensité dans ces trois domaines en fait. Si je regarde un petit peu sur Internet, on va me parler d'entraînement polarisé. On va me dire de courir au seuil pour progresser. On va me dire aussi de courir lentement pour courir vite. C'est pas mal, c'est cool, mais ça dépend en fait. Ça dépend de quoi? Ça va dépendre de votre niveau, ça va dépendre de votre pratique au quotidien. Parce qu'en fait, quand on reprend ces zones-là, l'avantage de ces zones-là, c'est qu'on sait ce qui se passe dans votre corps. C'est-à-dire quand je fais un footing, je sais ce qui se passe dans mon corps quand je fais le footing. En zone 2, en zone 3, c'est pareil. En zone 3, pardon, c'est pareil. Et donc le truc, c'est que là, c'est pas intéressant. J'ai mis ce qui peut se passer dans votre corps, mais au final, on s'en fout, entre guillemets. L'important, c'est qu'on a des choses assez différentes qui se passent dans ces zones. Et donc, c'est pour ça que c'est super important de passer du temps dans ces zones-là, parce qu'on va faire des choses différentes. Mais à la fin, le système cardiovasculaire, la meilleure façon de le faire progresser, au final, c'est de passer du temps en zone 1, en zone 2 et en zone 3. Faire progresser sa consommation maximale d'oxygène, c'est pareil. En fait, on a besoin de la zone 1, on a besoin de la zone 2, on a besoin de la zone 3. Sauf que bon, le problème, c'est que je ne peux pas tout faire en zone 3, je ne peux pas tout faire en zone 1. Et du coup, il faut réussir à trouver ce bon équilibre entre chaque zone. Et donc forcément, passer du temps dans chaque zone. Et cette répartition, la façon dont on va aller en zone 1, en zone 2 ou en zone 3 potentiellement, elle va dépendre du temps que vous allez donner à votre objectif, de la prépa aussi. Est-ce que c'est plus un 10 km ou est-ce que c'est plus un marathon que vous allez préparer? Et donc pour donner un petit exemple par rapport à ça, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle l'individualisation, là il y a une étude qui est sortie hyper récemment, ça date de décembre, et ils ont regardé en fait 151 000 marathons, donc 151 000 prépa marathons. De gens qui ont réussi, qui sont allés au bout de leur marathon. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils ont vraiment, en fait, on peut décortiquer les prépas en fonction des temps qui ont été réalisés. Donc si on regarde en fait des athlètes qui ont fait entre 2h et 2h30 le marathon, donc vraiment des athlètes de très bon niveau, on est autour de 107 km par semaine. Si on descend avec des athlètes qui sont supérieurs à 4 heures au marathon, on va plus tourner autour des 35 km par semaine. Et derrière, si on regarde en fait le temps qu'ils ont passé dans chaque zone, là, il va y avoir des grosses différences. On va avoir des athlètes qui courent 100 bornes semaine, ils vont avoir presque 70% de leur temps en zone 1, la zone facile, alors que des athlètes en 4 heures vont passer 40% et ceux au milieu entre 3h et 3h30 plus 55%. Il va y avoir des différences. Donc en fait, les trois zones vont être distribuées de manière différente. Pourquoi? C'est simplement parce que les athlètes qui s'entraînent 107 km semaine, ils vont pas faire, ils s'entraînent quoi? Ils s'entraînent 9, 10 fois par semaine, ils vont pas faire 10 séances dures. Parce qu'ils ne peuvent pas l'encaisser, parce que forcément, sinon le bout de bois, il pète. Et donc le truc, c'est qu'ils vont devoir passer énormément de temps dans cette zone d'intensité facile. Pour autant, des athlètes qui s'entraînent un petit peu moins, qui ont un petit peu moins de temps ou quoi, ils vont devoir essayer de trouver la meilleure répartition possible entre ces trois zones. Et donc souvent, en fait, ce qui se passe, c'est d'essayer, en fait, je sais pas, je cours 4 fois par semaine,
ben, je vais avoir peut-être 2 entraînements dans, cette zone, dans une zone facile, un entraînement dans la zone 2 et un entraînement dans la 3e zone. Donc ça, c'est très empirique. Hein. Là, je prends l'exemple d'une prépa marathon. Mais après, forcément, ça s'adapte à chaque individu. Et c'est d'où ce système d'individualisation. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Donc forcément, à la fin, comment on essaye de les déterminer, ces zones? Parce que c'est bien beau de les savoir, de savoir ce qui se passe, mais le plus dur, en fait, c'est de savoir à quel moment je passe en zone 2, à quel moment je peux passer en zone 3. Donc les applis d'entraînement, souvent, elles vont se baser sur des indicateurs. Elles vont se baser sur un pourcentage de fréquence cardiaque max. Elles vont se baser sur une vitesse maximale aérobie, VMA, que vous avez peut-être entendu parler. Donc ils vont chercher des indicateurs qui sont très fixes. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça fonctionne. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Ouais, carrément. Pour ça, je vais prendre un petit exemple. Uriel, il a fait un test. Il a fait un test en laboratoire. Il a fait un truc carré. Il a payé super cher. C'était trop bien. Il a fait ce test en laboratoire et on a vu qu'il avait un premier seuil à 4,30 du kilomètre. Donc ça lui donne en fait 150 BPM, donc battements par minute, et par rapport à sa fréquence cardiaque max, il est à 81%. Alice, elle a fait le même test. Alice, sauf qu'en fait, Alice, elle est à 4,01 du kill. C'est pas des vraies données, hein, ils vont beaucoup plus vite que ça. Et sauf que la différence, ce qui est intéressant, c'est qu'Alice, à son premier seuil, elle est à 71 battements par minute, mais surtout, relativement à son max, elle est à 91%. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, le truc, c'est qu'Alice et Uriel, ils ont vu sur leur programme d'entraînement qu'ils ont un 3 x 10 minutes à 85% de FC max. C'est souvent comme ça que sont construits les plans d'entraînement sur Internet. Ils vous disent soit ils vous donnent une allure, mais l'allure en elle-même, elle est calculée par rapport à ce pourcentage. Et sauf que là, si on regarde, si en fait Alice et Uriel, ils font le 3 x 10 à 85%, bah en fait, Uriel, il a déjà passé son premier seuil, il est en zone 2, alors que Alice, elle est encore en zone 1. Donc en fait, on a 2 entraînements qui sont assez différents pour Alice et Uriel. Et quand on est dans une gestion de la charge, pour Uriel, ça va faire un entraînement intense, alors que pour Alice, ça va faire un entraînement facile. Et si Uriel, il fait cet entraînement-là et que demain, en fait, il a encore une séance piste, parce que c'est comme ça que le prévoit le programme et qu'à la base, le programme, il s'était dit que la séance, elle allait être facile pour Uriel, là, on peut avoir un pic de charge, on peut avoir un risque de blessure, on peut avoir un risque de fatigue. Le petit graphe là-bas, c'est juste une idée. On a tous les athlètes qui ont mesuré leur premier seuil. Et en fait, si on regarde, il y en a qui ont 70% de fréquence cardiaque max, il y en a d'autres qui sont à plus de 90%. Donc la zone, elle est hyper large. Donc c'est pour ça que cet indicateur, c'est pas forcément le meilleur à utiliser. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas si je prends mon pourcentage de fréquence cardiaque max. Il y a plein qui ont réussi leur prépa, qui ont fait des super marathons, des 10 km, avec des entraînements basés là-dessus. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Et comment on fait mieux, du coup? On peut faire un test en labo, mais bon, c'est contraignant, ça prend du temps, ça coûte cher aussi. Il y a un truc qui marche très très bien, c'est l'échelle de ressenti, la cote d'effort. Ça va être une note que vous allez donner, donc ça s'appelle l'échelle de Borg. C'est une note que vous allez donner de 0 à 10 de votre entraînement. Et en fait, on a pas mal de données, on a pas mal d'études qui viennent nous dire qu'en fait, à partir du moment où votre effort il se situe à ce niveau-là entre 3 et 4 sur 10, vous n'êtes pas loin de switcher entre votre zone 1 et votre zone 2. Vous êtes en train de switcher au niveau physiologique. Pareil, en fait, pour entre 8 et 9 sur 10, pardon. Là, vous êtes en train de passer sur une zone différente encore. C'est un outil qui fonctionne très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, au jour le jour, il s'adapte à vous. C'est vous qui donnez la note. Donc, si vous êtes un peu fatigué, le 7 sur 10, il va arriver plus vite que dimanche dernier quand vous étiez frais. Donc, c'est un très bon outil pour gérer ça. On a des outils qui sont beaucoup plus fiables et beaucoup plus objectifs, qui nous donnent des vraies données. On a un modèle de vitesse critique, on a de la variabilité cardiaque, ça fonctionne très bien. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail parce que ça prend du temps, mais on a des outils qui fonctionnent sur le terrain et qui coûtent pas cher et qui sont très utiles pour déterminer ces zones d'entraînement. Un petit piège que je voulais aborder, parce que je le vois de manière assez récurrente et ça à tout niveau, que ce soit chez des athlètes entraînés comme chez des athlètes peu entraînés. Pour vous le décrire, j'ai repris une étude en fait, dans laquelle ils ont fait un test. Ils ont séparé 2 groupes, ils ont pris des athlètes entraînés et des athlètes peu entraînés et ils leur ont fait faire 1 heure à une intensité relative similaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient tous des allures différentes, mais physiologiquement,
physiologiquement, l'allure, elle faisait la même chose. Et sauf qu'en fait, qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au cours de l'heure, chez les athlètes entraînés, donc là sur le graphique, en fait, vous avez juste l'évolution du test, ça c'est des paliers de 10 minutes, je crois, ou 20 minutes, et en fait, vous avez l'évolution de leur fréquence cardiaque. Donc si on regarde, des athlètes entraînés, ils sont passés de 140 à peu près 145, 150 pulsations sur l'heure. Ils ont commencé à 140, ils ont fini à 150. Si maintenant je regarde des athlètes peu entraînés, donc je rappelle, une intensité similaire, une intensité relative, en fait ils ont commencé donc à 150, ce qui est pour eux la même base. Pour autant, en fait ils ont fini au plafond, ils ont fini à 180. Donc du coup, ils ont tous commencé en zone 1, sauf que les athlètes entraînés, ils ont fini en zone 1. Les athlètes pas trop entraînés, ils ont fini en zone 3. Et ça, pourquoi c'est important? C'est que parfois, avec de la fatigue, avec le niveau d'expertise, vous allez faire une sortie longue, vous allez faire 1h30, j'en sais rien, ou 1h15. En fait, vous allez être hyper facile pendant 15 minutes et vous allez voir que vous allez vous dégrader au fur et à mesure. Ben ça, du coup, c'est en fait, c'est votre durabilité qui commence à prendre. Et du coup, à la fin, l'entraînement, il est beaucoup plus stressant. Alors, à la fin, ce n'est pas un footing que vous avez fait. À la fin, c'est une séance d'intensité parce que vous avez fini, votre fréquence cardiaque, elle est montée au plafond. Donc, et ça, c'est vrai même pour des athlètes de très bon niveau qui, avec la fatigue, en fait, vont pas pouvoir gérer cette dérive-là. Et juste pour finir, suivre sa forme. Donc ça, c'est trop bien, c'est la montre, elle nous donne un +4 de conditions physiques et tout, en vrai, trop bien. Ça fonctionne et tout. Parfois, elle nous dit justement de combien de temps on a besoin de récupérer. Donc ça, c'est archi faux, ça sert à rien. Vous pouvez désactiver la notification. Par contre, ce qu'on a qui fonctionne assez bien, c'est de suivre en fait votre fréquence cardiaque au repos. Que vous la preniez le matin, que votre montre elle la prenne pendant la nuit, ça fonctionne très très bien parce que ça peut suivre justement les variations. Et vous pouvez voir quand il y a des variations qui commencent à être moyennes, justement qui sortent entre guillemets de l'ordinaire, ça peut être lié à des phases de fatigue. On a la variabilité cardiaque qui est pareil, qui est un très bon outil. Parce qu'il va être aussi lié à des stress qui sont hors du sport. Mais pareil, là, je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans le détail. Et du coup, j'ai remis en fait l'échelle RPE parce qu'en fait, au quotidien, ça peut très bien être une échelle de fatigue le matin de 0 à 10. Je note en fait comment je me sens aujourd'hui. Donc pareil, très bon outil. Et donc voilà, pour conclure un petit peu sur la presse, j'aime beaucoup cette pyramide là. Qui est adapté, hein, c'est pas moi qui je suis pas assez intelligent pour faire ça, mais le plus important, la base de votre pyramide dans n'importe quel type de planification, peu importe votre niveau, peu importe ce que vous faites, volume, fréquence, régularité. Derrière, je viens rajouter de l'intensité, je viens réfléchir ensuite à ma distribution des intensités, comment je les répartis, et après derrière, je vais mettre un peu d'allure course. Pour les gains marginaux, c'est quand vous voulez rajouter, pour les athlètes entraînés, ça peut être de l'altitude, des trucs comme ça. Et encore au-dessus, l'affûtage. Pareil, pas le temps d'en parler, c'est important. Pour autant, l'affûtage, il ne sert à rien si vous n'avez pas géré ça en bas au début. Et forcément, cette pyramide, en fait, elle n'existe pas. Elle n'existe pas si derrière, il n'y a pas, bon, on le rabâche, hein, mais elle n'existe pas s'il n'y a pas un sommeil de qualité derrière pour entretenir tout. Et aussi, au quotidien, forcément, elle ne fonctionne pas bien s'il n'y a pas une bonne nutrition associée. Et là, transition de ouf. Voilà, merci. Alors bonjour à tous, moi je vais enchaîner sur la nutrition. Donc pour me présenter rapidement, je suis diététicienne nutritionniste et je me suis spécialisée dans la nutrition sportive. Nutrition sportive parce que je trouvais ça intéressant d'accompagner des sportifs. Il y a beaucoup de choses à mettre en place au niveau des protéines, lipides, glucides. Je vais essayer de détailler ça dans la présentation. Par rapport à une alimentation un peu plus classique chez une personne comme on appelle personne lambda, où du coup les recommandations seront vraiment différentes dans le cas de la prépa sportive. Donc là, le but les quelques minutes que j'ai pour la nutrition, ça va être de découvrir la nutrition du coureur, donc savoir placer de manière optimale les macronutriments. Donc les macronutriments, je vais essayer de faire rapidement, mais les macronutriments, il y en a 3 qui existent dans l'alimentation, glucides, protéines, lipides, et c'est les seules choses qui vont vous apporter de l'énergie dans votre organisme. Tout le reste, ce qui va être micronutriments, fibres, vitamines, minéraux, ça n'apporte pas d'énergie. Donc ça ne sert à rien de dire je vais manger
je vais prendre du magnésium, ça va me donner de l'énergie. Non, à l'effort, le magnésium ne donnera pas d'énergie. Si on veut de l'énergie, les seules choses qu'on peut prendre, c'est glucides, protéines et lipides. Le reste, il n'y a pas de calories. On peut parler d'énergie ou de calories. Le but, ça va être aussi, dans cette présentation, de montrer comment on peut adapter l'alimentation la semaine de compétition et le jour de compétition. Donc je suis repartie un peu de ce que Brian vous a présenté sur la planification, où j'ai essayé de partir d'un plan d'entraînement et en comprenant son plan d'entraînement, donc où vont être placées par exemple vos séances clés ou des séances cibles, des séances tests, ce qu'on peut faire autour de ces séances pour justement optimiser et adapter son alimentation le mieux possible. Donc là, il y a deux choses à comprendre. En fait, il va falloir d'une part que vous-même vous compreniez votre plan d'entraînement, qui est fait donc soit par un entraîneur, soit par vous-même si vous entraînez seul, et d'une autre part, comprendre les apports alimentaires que vous allez pouvoir apporter à votre organisme derrière par rapport à l'entraînement que vous avez fait. Est-ce que vous voulez, si vous voulez récupérer, si par contre c'est un entraînement à jeun, dans ce cas-là, si vous avez fait à jeun, comment j'adapte le après, ce que je dois mettre dans mon assiette au petit déjeuner si j'ai du coup pas mangé avant l'entraînement. Enfin, en fonction de ce qui est fait, est-ce que vous voulez mettre en avant dans la récupération, plutôt soigner une prévention tendineuse ou quelque chose d'autre, et comprendre ça avec votre alimentation. J'ai mis rapidement aussi l'image, donc les glucides, protéines, lipides, comment le mieux au niveau optimal, ils peuvent être répartis sur la journée, sachant que ça varie vraiment complètement en fonction de la journée de sport que vous allez avoir. Si vous faites, par exemple, Brian parlait de l'entraînement norvégien, donc 2 séances par jour, dans ce cas-là, c'est l'apport en protéines qui va augmenter au détriment du coup des lipides. Et donc ça, en fait, c'est justement tous les jours qu'il faut l'adapter pour... une fois qu'on a compris ça et qu'on peut l'adapter, c'est là que l'alimentation, ça devient intéressant. Je vous ai mis quelques généralités sur l'alimentation. Donc c'est un facteur non négligeable de la performance. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est approuvé. Tout le monde, c'est quand même rentré assez pour tout le monde logique qu'en fonction de, ce qu'on va manger va avoir un impact sur nos performances sportives, mais pas que sur les performances, aussi sur le fait de prévenir certaines blessures, de limiter les blessures, ou encore de favoriser votre récupération. La récupération musculaire, elle est super importante, ça permet de mieux enchaîner les entraînements. Si vous enchaînez mieux vos entraînements, vous allez être plus performant et aussi vous allez moins vous blesser. Donc tout ça, c'est un peu un cercle entre l'alimentation et votre pratique sportive. Je vous ai mis donc adapter, voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous dire en introduction, adapter les bons nutriments au bon moment, c'est ce que je vais essayer de faire passer comme message dans la présentation. Et aussi vous dire que la nutrition, elle évolue vraiment tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais il y a des recherches qui sont faites régulièrement. C'est une science qui évolue tous les ans, qu'il y a des tests qui sont faits, il y a des choses qui sont testées. Et donc, peut-être que des choses que je vais vous dire aujourd'hui ne seront plus vraies dans 3 mois, et peut-être qu'il y aura des nouvelles généralités qui seront mises en place, parce que c'est une science, et on n'est pas sûr à 100% de tout ce qui est optimal pour l'organisme. Donc pour la présentation, j'ai essayé de faire des questions qui sont un peu générales et sur lesquelles on va pouvoir s'intéresser sur ce qu'on fait à ce moment-là. Donc les questions que j'ai ciblées, c'est celles qui reviennent le plus en consultation avec les patients que je suis. Donc déjà, ça va être de savoir sur combien de semaines est construit votre plan d'entraînement. En sachant sur combien de semaines est construit votre plan d'entraînement, on va voir ce qu'on peut faire, tester et mettre en place justement sur la prépa, où sont placées les séances clés. Donc on verra avec vous ce que sont les séances clés, mais c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure, ça va être les séances où il y a un peu plus d'intensité, où vous allez rentrer dans certaines zones, le rythme cardiaque va être plus élevé, ou alors vous allez fournir un effort de RPE qui est élevé, ce que vous disiez Brian tout à l'heure. À quel moment sont nos entraînements de récupération active? Donc quand je parle de récupération active, ça va être sur un jour qui est de repos, mais pas off. Donc ça veut dire que vous allez quand même avoir une activité physique sur ce jour-là. Ça peut être de la natation, ça peut être du vélo, ça peut être un footing, mais vous allez avoir une fréquence cardiaque qui est basse. Le but, ça va être de récupérer, mais vous fournissez quand même un effort. Donc comprendre sur ce qu'on peut faire sur ces jours-là aussi. Où sont placées les semaines de charge? Donc en général, vous allez, dans la planification que vous avez, vous ciblez un objectif. Donc si par exemple vous avez ciblé le Semi de Paris, vous allez avoir des semaines de charge qui vont être faites en amont sur la prépa. Donc en général, il y en a entre 2 et 3 qui sont faites, qui se finissent les 15 jours avant l'objectif. Bon, ça dépend des entraîneurs et ça dépend comment est construit votre plan. Mais du coup, on va pouvoir voir aussi ce qui est intéressant de faire sur ces semaines de charge et comment on adapte son alimentation. Parce que si on augmente le volume, forcément, il va falloir augmenter ce qui rentre aussi en carburant pour l'organisme. S'il y a des jours off, ce qu'on peut faire dessus aussi,
et quelle filière énergétique je travaille sur cette séance. Donc si vous allez travailler une filière énergétique, par exemple de sprint, vous allez faire, il y a 3 filières énergétiques qui existent, je vous les montrerai au moment voulu, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins au moment-là que si vous allez être sur un ultra qui va durer plusieurs heures, forcément ce ne sera pas les mêmes besoins. Donc le principe de comprendre combien de semaines et construire son plan d'entraînement, ça va surtout être pour que vous puissiez tester et adapter votre alimentation, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Si vous faites une prépa sur 4 semaines pour faire un marathon, ça va être compliqué de mettre en place les tests qui vont être par exemple les gels, les boissons d'effort, le petit déjeuner de pré-compétition, le repas de la veille. Alors que si vous faites une prépa qui va être sur 10-12 semaines pour un marathon, ça va vous permettre peut-être les 4 premières semaines ou les 3 premières semaines de pouvoir tester différentes marques de gel, donc voir lesquelles vont être adaptées pour vous, des boissons d'effort, à quel moment vous allez pouvoir les prendre. En fait, on va surtout, là ça va être plus intéressant dans une phase de test, on va pouvoir tester des choses et voir ce qui vous correspond mieux. Parce que ce qui correspond à Uriel, c'est pas forcément ce qui va correspondre à Brian. Donc, l'idée, c'est pour ça que c'est bien de commencer aussi en amont les semaines d'entraînement. C'est pas que pour faire monter la forme physique, même si forcément un peu, mais c'est aussi pour pouvoir tester son alimentation et se dire, bah là, peut-être que j'ai testé avant ma sortie longue de manger des lentilles avec des carottes le samedi soir. Bah, en fait, le dimanche matin, ça passe pas du tout, donc je sais que je refais pas ça le jour du marathon, mais je teste autre chose la semaine d'après. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre le nombre de semaines sur lesquelles on a le plan d'entraînement et sur les semaines suivantes. Donc à partir du moment où on arrive peut-être 6 semaines avant la compétition, là on va essayer d'avoir un cadre beaucoup plus strict et de se dire bah là j'ai choisi telle marque de gel, bah, je sais qu'à toutes mes sorties longues je prendrai ces gels et je vais vraiment habituer mon système digestif parce que le système digestif forcément a un impact dans l'absorption intestinale. Je vais prendre donc ces gels. Et maintenant, je ne garde que ceux-là, parce que du coup, j'entraîne mon organisme à les assimiler et à les absorber. Pareil avec le petit déj de compétition. Si je sais que le Sud Paris, 6 semaines avant, mon petit déj, ce sera un porridge avec une banane et une compote, et ben, tous les matins, le dimanche matin avant les sorties longues, les 6 dernières semaines, je m'entraîne à faire ça. Comme ça, c'est un paramètre de plus qu'on maîtrise et sur lequel on n'aura pas de soucis le jour J, normalement. Un stress de moins, et surtout on anticipe et on maîtrise les problèmes gastriques qui peuvent arriver. Les séances clés. Alors quand je parle de séances clés, c'est les séances qui vont être un peu test, ou les séances qui vont être sur piste, les sorties longues par exemple, ou les tempos. Donc ça dépend, pareil, des plans d'entraînement de chacun. Mais grosso modo, il y en a, ça peut monter à 3, mais ça va être 1 à 3 dans la semaine par athlète. On les cible, donc on cible avec l'entraîneur aussi les séances sur lesquelles lui, il veut que vous appuyez un peu plus. Et à partir de ces séances, on va pouvoir mettre des choses en place qui vont être un peu plus intéressantes au niveau de l'alimentation pour être performant sur ces séances, éviter de se blesser et pas arriver fatigué. Alors que c'est une séance sur laquelle, ça va être une grosse séance de piste et sur laquelle on va arriver bien. Et en fait, toute la journée, on a mangé que des fruits, des légumes et du poisson à midi. Dans ce cas-là, si la séance est le soir, forcément, on sera bien plus fatigué et soi-même on se sera impacté alors qu'on aurait pu faire les choses bien mieux si on avait fait attention le midi avec par exemple des féculents. Donc on cible ces séances, donc propre à chacun de cibler ces séances et en fonction de ça, donc du plan d'entraînement, on va se dire bah là le mardi midi c'est ma séance clé, j'ai une séance de piste le mardi midi, qu'est-ce que je fais? Je sais qu'en amont il va falloir que j'ai des glucides. Pourquoi des glucides? Parce que les glucides, c'est votre carburant principal de l'organisme. C'est la première filière c'est la première filière énergétique que vous allez dégrader. Les glucides, ils sont stockés dans l'organisme sous forme de glycogène, dans les muscles, et dès que vous allez commencer à être à l'effort, c'est le glycogène musculaire qui va être utilisé. Si vous avez peu de glycogène musculaire, forcément les stocks vont vite se vider, et vous allez devoir passer sur une autre filière énergétique, qui sera les lipides de cette fois, et qui sera moins... l'organisme va devoir mettre plus de choses en place pour dégrader les lipides. Si vous avez fait un repas en amont qui contient des glucides, vous allez arriver sur votre séance et vous allez avoir plus de glucides à utiliser sur votre séance de piste à l'effort et du coup vous serez moins fatigué, plus performant et peut-être que des fois vous avez l'impression d'être fatigué alors qu'en fait c'est juste que vous n'aviez pas pris les bons stocks de glucides sur le repas juste avant. Il y a des méthodes qui existent où justement on va s'entraîner avec peu de glucides et tout, mais dans ce cas-là, c'est des choses qui sont mises en place avant, soit avec le diététicien, soit avec les entraîneurs, et on sait pourquoi on le fait et pourquoi on travaille ça. Mais de manière générale, on conseille quand même de mettre des glucides pré-séance. Et après la séance, on va plutôt mettre des protéines. Donc les protéines,
D'ailleurs, j'ai pas dit, mais glucides, c'est tout ce qui va être féculent, céréales, les pâtes, le riz, le pain, les pommes de terre, maïs, boulgour et autres. Tout ça, c'est les glucides. Hein. Et les protéines, du coup, ça va être viande, poisson, œufs, VPO. On en trouve aussi dans des choses qui sont végétariennes, hein, pour les végétariens. Et donc, c'est ce que je disais. Oui, donc les protéines, on va plus les mettre en post-séance parce qu'en fait, vous allez avoir fait une séance cible avec de l'intensité, soit qui va être longue, soit où vous allez tirer sur les muscles parce que ça va être une séance plus rapide que d'habitude. Dans ce cas-là, il va falloir réparer, dans les deux cas, en fait, il va falloir réparer vos muscles qui ont été endommagés. Vous allez avoir on appelle ça des micro-lésions musculaires. Les micro-lésions musculaires, en fait, ça va être des petits saignements dans les muscles. Bon, quand on fait de la course à pied, c'est forcément généralement dans les jambes. Et le but, ça va vraiment être de réparer ces micro-lésions. Pour réparer ces micro-lésions, la fibre musculaire, c'est de la protéine. Et donc, si je n'apporte pas de protéines moi-même, en fait, le corps va s'auto-manger pour se réparer. Ou alors, il y a un risque de blessure derrière qui est beaucoup plus important. Alors que si j'apporte juste des protéines directement après ma séance, je répare mon organisme beaucoup plus facilement. Et je récupère mieux aussi. Tout ce qui va être récupération active, donc dans ce cas-là, on voit si on peut travailler une filière énergétique précise. Donc si par exemple vous avez une séance, je reprends une séance d'intensité le dimanche, vous avez votre sortie longue, et le lundi matin vous allez courir à jeun. Donc le principe de courir à jeun, c'est-à-dire que vous n'allez pas manger avant votre footing. Et donc la nuit est passée, et votre dernier repas c'est celui du dimanche la veille au soir. Dans ce cas-là, vous allez travailler sur une filière énergétique qu'on va appeler la lipolyse. Si le footing dure quand même un certain temps, pas que si c'est que 20 minutes, mais si vous allez au-delà de 40-45 minutes, vous allez commencer à aller sur la lipolyse. Ce qui peut être intéressant, puisque par exemple, si vous préparez un marathon, c'est intéressant de faire des footings à jeun de plus de 40-45 minutes, parce que vous allez justement sur cette filière énergétique de lipolyse, donc la dégradation des lipides de l'organisme. Et au marathon, il y a des chances qu'à un moment, vous passiez sur cette filière énergétique en fin de marathon, et plus le corps l'aura travaillé à l'effort, plus le jour du marathon, vous serez habitué, le corps aura l'habitude de dégrader les lipides, et moins vous risquez d'être brutalement surpris parce que le corps n'a jamais fait de lipolyse avant. Donc ça peut être intéressant dans le cas d'un effort long de faire des footings à jeun. Je ne conseille quand même pas des footings à jeun de plus d'1h10, 1h15. À partir d'1h10, 1h15, on peut commencer à instaurer des gels sur les footings, même si on est à jeun. Parce qu'après, ça risque vous risquez de trop vous fatiguer et de vous blesser. Surtout si vous n'avez pas l'habitude. Si vous n'en faites jamais, allez pas faire 1h15 demain à jeun. On commence progressivement 20 minutes et on voit comment on réagit. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et ça dépend aussi de ce qu'on a mangé la veille au soir. Si vous avez mangé des légumes et du poisson blanc, vous allez être d'autant plus fatigué que si vous avez mangé un plat de pâtes la veille du footing à jeun. Et pour terminer sur cette diapo, vous faites un footing à jeun, vous faites bien attention au petit-déj qui va suivre, donc juste après le footing à jeun, de bien refaire les stocks en glycogène, et dans ce cas-là, de bien qu'il y ait un apport de glucides supplémentaire par rapport à ce que vous mettez d'habitude au petit déjeuner. Les semaines de charge, donc les semaines de charge, elles vont être intéressantes parce que c'est les semaines, en général, où vous arrivez, vous êtes le plus en forme, puisque vous avez fait monter à part le jour de la course, vous avez fait monter la forme, et là vous allez arriver sur les semaines les plus chargées. Quand je parle de charge, ça va être au niveau volume, soit volume horaire, soit volume kilométrique. Vous allez avoir les grosses séances, vous allez avoir vos plus grosses sorties longues. Forcément, il va falloir faire attention parce qu'il y a beaucoup plus de risques de blessures puisque vous allez plus charger. Et les risques de blessures, pour les contrer, donc il faut faire attention à beaucoup de choses, le sommeil, l'hydratation, mais il va falloir aussi augmenter l'apport énergétique et calorique sur les semaines-là. Et c'est pas parce qu'on va dire on est en semaine de charge que je peux manger beaucoup plus et je mange ce que je veux. Non, justement, il faut essayer de manger intelligemment sur les semaines-là et augmenter. Si vous allez faire beaucoup plus d'intensité, par exemple, il va falloir peut-être augmenter plus en protéines. Si vous faites beaucoup plus de long d'endurance, il va falloir augmenter beaucoup plus en glucides. Et tout ça, en fait, c'est des choses... vous ne mettez pas plus de pizza ou de burger parce que vous êtes en semaine de charge. Au contraire, ça va être contre-productif pour votre organisme et vous allez lui créer un stress en plus avec des aliments qu'il va devoir éliminer et des toxines, alors que vous pouvez l'aider si vous mettez plus de choses intelligentes pour lui, quoi.
J'ai mis une petite particularité aussi, vous pouvez mettre des électrolytes. Donc des électrolytes, il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils prennent des électrolytes à l'effort. Honnêtement, les électrolytes à l'effort, à part s'il fait très chaud ou si vous êtes sujet aux crampes, ça n'apporte pas d'énergie, les électrolytes. C'est pas une boisson d'effort. Les électrolytes, vous pouvez très bien les mettre le dimanche après-midi, après votre sortie longue. Parce qu'en fait, le but des électrolytes, ça va être de compenser ce qui a été perdu dans la transpiration. Mais ça n'apporte pas d'énergie. Sur les jours off, c'est un peu ce que je disais aussi avec l'alimentation. Les jours off, votre corps il va se régénérer. Les cellules vont se régénérer. Il y aura une multiplication. Enfin, le but des jours off, c'est de mieux récupérer. Mieux récupérer, c'est pas pour ça c'est pas parce qu'on est un jour off qu'on peut se dire on peut aussi manger n'importe quoi. Alors forcément, il faut aussi se faire plaisir. Hein. Mais il faut savoir que le corps, pour récupérer, il va éliminer le stress qui est produit par l'activité physique, parce que l'activité physique produit du stress oxydatif dans l'organisme, sous forme de cellules vieillissantes. Et donc sur vos jours off, vous allez éliminer ces cellules vieillissantes. Le truc, c'est que si vous apportez, justement, vous faites plaisir, vous mangez un peu plus gras que d'habitude, en fait, vous allez contrer un peu ça parce que vous allez apporter un autre type de stress et des aliments qui vont être inflammatoires pour l'organisme. Et le corps va devoir aussi éliminer ces aliments inflammatoires. Donc en fait, ce sera pas très utile de faire un jour off si c'est pour manger n'importe quoi à côté. Alors que vous pouvez très bien mettre des aliments qui sont riches en antioxydants, fruits, légumes, tout ce qui est coloré, et cru, qui aura plus d'impact pour éliminer toutes les toxines de l'organisme et favoriser votre régénération musculaire. Les filières énergétiques. Donc, les filières énergétiques qui vont être travaillées, il y en a 3 qui existent. En fonction de ce que vous pratiquez comme sport, donc alactique, lactique et aérobie. Donc ça, c'est en fonction du temps d'effort. Et il n'y aura pas du tout les mêmes besoins d'une filière énergétique à l'autre. Si vous faites un sport de sprint, par exemple, donc ce sera alactique, vous n'avez pas besoin de mettre de glucides à l'effort, puisque c'est un effort qui est très, très rapide, c'est du sprint. Là, les glucides vont vraiment être pris juste avant votre sprint ou votre sport qui va aller très vite. Et par contre, plus vous allez dans une filière énergétique aérobie, donc plus l'effort est long, plus il va falloir commencer à mettre des glucides à l'effort pour justement que vous puissiez toujours que vos glucides puissent toujours être utilisés à l'effort et que vous n'ayez pas cette casse à un moment de fatigue parce qu'il n'y a plus de glucides disponibles dans l'organisme. Et ça, pareil, c'est des stratégies nutritionnelles qui sont mises en place sur les courses en fonction de combien de grammes de glucides j'ai dans chaque gel ou dans ma boisson d'effort, pour éviter justement que vous ayez, je vous dis un peu cette casse et que le risque d'hypoglycémie. Et là, un risque d'hypoglycémie, ça va être une foulée raccourcie, une diminution de vitesse, la fatigue, et on a beau essayer de repartir, l'hypoglycémie, c'est physiologique. Donc la seule chose à faire, ça va être manger pendant la course pour essayer de contrer cette hypoglycémie. Mais une fois qu'elle est mise en place, déjà le temps que ça remonte avec les gels, ça peut être un peu long, donc forcément on perd un peu de temps. Et on perd en lucidité aussi quand on fait une hypoglycémie. Donc c'est pas toujours facile de dire ah bah là je suis en hypo, faut peut-être que mon gel j'avais prévu de le prendre dans 15 minutes, en fait je le prends maintenant. Et c'est ça des fois sur la course qui peut être un peu compliqué et que c'est pour ça que c'est bien de le travailler avant un entraînement. Et juste après je vous ai mis quelques petits plus dans les diapos pour ce qu'on n'a pas parlé et que je pense quand même que c'est important. L'hydratation. Donc l'hydratation, là je parle que de l'alimentation, mais c'est vrai que c'est indissociable de l'hydratation. Une bonne hydratation, c'est, je dirais pas plus important qu'une bonne alimentation, mais le corps est quand même fait principalement d'eau. Donc si vous n'apportez pas ce qu'il faut au niveau hydrique, le risque des blessures est bien plus important que si vous n'apportez pas ce qu'il faut au niveau alimentaire. Sachant que quand on fait du sport, les besoins en eau ils sont forcément augmentés puisque vous avez une perte au niveau, vous avez de la sudation, de la transpiration. Et donc il faut combler ça et en plus il faut réparer ce qui a été abîmé dans le corps. Il faut augmenter l'apport en eau. De manière générale, à quelqu'un qui ne fait pas de sport, on va lui conseiller 1,5 litre d'eau minimum par jour. Quand on fait du sport, on peut monter à 2,5 litres, voire 3 litres s'il fait vraiment chaud dans la journée. Parce que c'est aussi corrélé à la météo forcément. Faut faire attention. Ah oui, je vous ai mis un petit truc sur les boissons gazeuses qui vont qui vont favoriser une meilleure récupération parce que c'est plus riche en bicarbonate. Mais c'est pas pour ça qu'il faut boire que de l'eau gazeuse toute la journée. Hein. C'est pas bon non plus au niveau du système digestif parce que c'est quand même un peu plus acide et ça peut créer
Ça peut créer des problèmes digestifs après, donc pas que ça non plus, il faut mieux de l'eau plate. Les cafés, thé, boissons, c'est des boissons sucrées, c'est des faux amis parce que du coup, ils ont un risque de plutôt vous déshydrater. Ils vont favoriser le fait d'aller aux toilettes, donc le fait d'aller uriner, et du coup, forcément, ça déshydrate. Et les boissons sucrées, le sucre appelle le sucre déjà, et en plus, le sucre déshydrate parce que du coup, vous allez devoir éliminer le sucre après de l'organisme. Le mieux, c'est de commencer la journée et la terminer avec un verre d'eau pour au moins être sûr d'avoir ça en apport sur la journée. Et je crois que c'est ma dernière diapo. C'était sur les gels. Je vous ai mis, donc je ne sais pas s'il y en a qui font le Sud Paris ou pas, ou le marathon. Les gels, c'est hyper important de tester plusieurs marques. Faut en tester et voir celle qui nous convient le mieux, que ce soit au niveau du goût, au niveau de la texture, au niveau du ressenti et surtout au niveau du système digestif. Alors, n'allez pas tester un gel sur 1 heure et vous dire « Ah, celui-là, vous faites 1 heure de footing, vous testez un gel au bout de 40 minutes. » Vous dites « Ah, celui-là, il passe trop bien. » Sur 1 heure de footing, ça ne sera pas révélateur par rapport à votre marathon si vous le faites en 3 heures, 3h30, 4 heures. Donc, c'est vraiment sur les séances, les sorties longues, c'est plus intéressant de les tester. Il faut s'entraîner à les prendre à l'effort. Faut pas forcément, quand vous allez être sur un effort type le jour où vous allez l'utiliser, ce sera beaucoup plus révélateur que si vous prenez en fin de footing où c'est pas forcément parlant. Et donc les gels, ils vont pas tous être dosés de la même façon. En gros, faut regarder la composition de votre gel. Et l'idée, c'est que vous ayez entre 50 et 60 grammes de glucides par heure. J'ai pas écrit par heure. C'est par heure d'effort. Ça dépend pareil de la météo, de comment vous assimilez les gels et tout, mais chaque gel de chaque marque, il y en a peut-être qui ça va être 20 grammes de glucides, il y en a peut-être ça va être 15, il y en a peut-être ça va être 25. Donc il faut vraiment regarder la composition de votre gel pour savoir combien vous en prenez à l'effort. Et la boisson d'effort, elle s'assimile mieux, mais c'est généralement moins pratique de courir avec une gourde que courir avec des gels dans les poches. Du coup, si je devais conclure un peu cette présentation, le plus important, c'est quand même de comprendre ce que vous apportez à votre corps à partir du moment où vous avez compris, un peu comme la planification sur les RPE et tout, vous comprenez comment vous entraînez et comment est construit votre plan d'entraînement. C'est pareil sur l'alimentation. Si vous comprenez que les protéines vont vous permettre de réparer ou d'améliorer votre régénération musculaire au niveau de vos cellules, vous avez compris qu'après une séance, vous prenez des protéines et qu'avant une séance, vous prenez des glucides. Tout ça, c'est le plus important, c'est que vous compreniez pourquoi vous le faites et à quoi ça va vous servir. Adaptez selon vos besoins. Si vous êtes blessé, par exemple, vous sautez une sortie longue le dimanche, il y a moins d'intérêt de mettre les protéines puisqu'il n'y a plus de séance. Vous n'êtes pas obligé de garder forcément ce que vous aviez prévu de manger. Il faut adapter selon ce que vous faites. Mangez intelligemment, variez vos apports, demandez des conseils s'il y a des choses que vous ne savez pas et se renseigner parce que c'est quand même des thèmes et des choses qui évoluent tous les jours. Et tout ça vous permet d'éviter de vous blesser. Je peux faire la transition. Donc moi je suis Uriel, je suis ostéo. Donc j'ai fondé Brainit, c'est avec cet organisme et la Montgolfière qu'on organise la conférence d'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler des blessures et des douleurs en course à pied. À mon sens, le plus important, bon ça on s'en fout. Hop. À mon sens, le plus important, ça aurait été de vous expliquer que la douleur. Parce que si vous comprenez comment marche la douleur, vous allez savoir après quand il faut adapter votre entraînement et comment il faut flirter avec. Parce que je vais vous apprendre aussi à flirter avec la douleur, on peut le faire. Avant ça, quelques données. 50%, c'est le nombre de coureurs qui se blessent chaque année. Donc si vous vous blessez, vous n'êtes pas incroyable, vous êtes comme une personne sur 2 qui court. Donc, et en plus, ces 50%-là, ils doivent adapter leur pratique. Ça veut dire que pendant une certaine période, ils ont dû, à cause de leur douleur, s'arrêter de courir. 25%, c'est le pourcentage de gens qui vont être blessés à un moment donné. Donc une personne sur 4 sera blessée à un moment donné dans de la pratique de course à pied. Et 70 à 80%, c'est le pourcentage en fait, de blessures qui sont dues à des overuse syndromes. Ça veut dire qu'on a trop mis de contraintes par rapport à la capacité du corps à l'adapter. Ça, on va beaucoup en parler après. Donc à votre avis, c'est quoi les blessures les plus fréquentes chez les débutants? Vas-y. Ouais, la numéro 1, bravo. T'as même pas vu le truc? T'as même pas triché? Alors, la numéro 1, c'est la périostite. Donc ça, c'est la douleur qu'il y a au niveau de la face interne de la jambe, au niveau du tibia. En numéro 2, on a le syndrome fémoro-patellaire. Le genou, c'est une zone qui est vraiment très touchée par les problématiques de douleur en course à pied.
Syndrome fémoro-patellaire, c'est un peu un fourre-tout pour les douleurs de genoux, on l'emploie un peu à toutes les sauces. C'est une douleur qui est très mal systématisée. En général, les patients ils vont dire « je sais pas trop où j'ai mal, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur, c'est un peu diffus, c'est autour de la rotule ». Donc même eux, ça les frustre parce qu'ils n'arrivent pas trop à exprimer leur douleur. Tendinopathie d'Achille, un classique. Aponevrosite plantaire, donc ça c'est la douleur qu'on a sous la voûte plantaire, qui n'est pas forcément que en regard du talon, elle peut être vraiment sous toute la surface du pied. Fracture de fatigue du tibia. Donc vous avez vu qu'en premier, on avait la périostite, en cinquième, fracture de fatigue du tibia. La périostite, du coup, c'est l'enveloppe externe de l'os qui va être sensibilisée, qui va s'inflammer, et on pourrait se dire que la fracture de fatigue du tibia, c'est la résultante de ce qui a suivi. Là, notre copain Brian, là, qui est un malade mental, il a frôlé ça, il a beaucoup flirté avec ça ces derniers temps. En gros, c'est un peu la pub Carglass. Vous avez un petit impact et si vous continuez à sensibiliser le truc, ça risque de péter beaucoup plus et vous risquez même une fracture complète. Donc ça, c'est en cinquième. Syndrome de la loge antérieure. Donc ça, c'est assez intéressant puisque très souvent, on va confondre le syndrome de la loge antérieure, la fracture de fatigue avec la périostite. Souvent, les patients ils viennent, ils disent « bon, j'ai une périostite, pas très grave ». Et en fait, des fois, c'est pété, donc c'est pas ouf. Et des fois, c'est complètement autre chose. C'est une sensibilisation musculaire qui est le syndrome des loges. On pourra y revenir un peu dans la partie question. Et enfin, en dernier, la lombalgie, donc les douleurs au bas du dos. Donc ça, c'est pour le débutant. Maintenant, le marathonien. Donc le marathonien, c'est quelqu'un qui a un peu plus d'expérience que le débutant, qui fait plus de volume, qui a une autre pratique. Et on va voir ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les mêmes blessures. Ça varie. C'est super relou ce truc. Alors, voilà, en premier, on a le syndrome fémoro-patellaire. Donc là, on voit que la problématique de genou, elle passe en numéro 1. En numéro 2, le syndrome de l'essuie-glace, qu'on n'a pas vu chez les débutants. Donc c'est cette douleur qui est à la face externe du genou, qu'on peut ressentir assez souvent dans la descente. L'aponevrosite plantaire, toujours. Après, il y a la tendinite d'Achille. La périostite, on voit qu'elle passe en 5e position. Et après, on a les tendinopathies infrapatellaires. Donc là, contrairement au syndrome fémoro-patellaire, en général, les patients, ils arrivent à bien le localiser. Ils disent vraiment, c'est là que ça me fait chier et c'est là que c'est embêtant. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? On voit qu'il y a des différences, en gros, entre les gens qui ont une pratique qui est plus importante, en termes d'expérience, d'années d'expérience, de volume aussi qui s'applique, qu'avec les débutants. On voit que la périostite, elle est passée en 5e. Donc ce qu'on pourrait se dire, c'est que le tibia du marathonien, il s'est renforcé avec la pratique, il est devenu plus résilient et donc du coup, il est moins exposé à une certaine typologie de blessure. Je vais vous réveiller un peu. Si vous voulez participer, mettez-vous debout. Vous venez à une conférence sur la course à pied, je vais vous faire bouger. Si vous avez envie, enlevez les chaussures pour faire vraiment le test bien. Sinon, n'enlevez pas les chaussures. Voilà, merci monsieur, au premier rang, c'est bien. Toi aussi, bonhomme, enlève tes chaussures, fais comme chez toi. Donc là, on va faire un petit test. Ça va nous permettre d'identifier. Donc, ce n'est pas dogmatique, ça va nous permettre juste d'identifier certaines petites zones qui peuvent être renforcées, qui pourront vous aider dans votre pratique de course à pied. Poussez les chaises, prenez un peu d'espace. Jérém, lève ton cul. Vous allez venir vous mettre donc, comme ça. Triple flexion, pourquoi? Parce qu'il y a une flexion de hanche, il y a une flexion de genou et il y a une flexion de cheville. Donc, vous allez vous mettre comme ça. On va faire d'abord sur un pied, après on changera. OK, pliez un peu. Ah, ça se casse la gueule par là. Là, on voit le genou qui part à l'intérieur. Là, même si tu as tes chaussures, on voit l'affaissement de la voûte plantaire. Donc, c'est un test qui est assez intéressant, parce que là, on est en statique, on n'est même pas en dynamique. Donc, imaginez sur de la course ce que ça peut donner derrière. L'idée, avec ce test-là, on va changer de pied d'ailleurs, faites avec l'autre pied, regardez si vous observez des différences. On va faire juste une petite dizaine de secondes, histoire de... T'es plus stable. Bon, en même temps, maintenant, tu connais le test. OK, Brian, c'est bien, je suis fier de toi, mon poulet. Beau fessier. OK, donc voilà, là vous pouvez voir que chez certains, il y a une tendance à ce qu'on appelle le valgus dynamique, c'est-à-dire que le genou il part à l'intérieur. Le genou il part à l'intérieur, pourquoi? Donc on a vu que le genou il n'était pas épargné dans les problématiques de blessures en course à pied. Soit certains ont un affaissement de voûte plantaire, donc ça peut être un pied qui est trop faible, qui ne va pas trop les maintenir, soit ça va être aussi une zone qui est très souvent oubliée, c'est le fessier. Et donc du coup, si vous avez un fessier qui est plus tonique, des hanches qui sont plus stables, vous allez aussi moins mettre et moins exercer de tension sur vos genoux et sur vos structures. Ce que je vous dis, ce n'est pas dogmatique. On m'a demandé de préparer une presse, vous donner des tips, c'est ce que j'essaye de faire. Mais en vrai, vous êtes tous différents, vous avez tous vos faiblesses, vous avez tous vos forces. Et le mieux, c'est d'aller bilanter avec un coach, avec un kiné, de faire vraiment une étude spécifique sur quelles sont vos problématiques. Donc moi, je vais juste vous parler de quelques exos, quand même si c'est aspécifique au possible, mais pour vous donner des petites clés et aussi vous inviter à une petite réflexion. Donc les fessiers, on en a parlé. Les ischio-jambiers, les mollets, les quads, on va parler de tout ça.
Donc les fessiers, il y a un exo et je crois qu'ils ont rajouté la machine. Merci Com, je t'aime. Donc le hip thrust qui peut se faire même chez vous à la maison, vous foutez sur un canapé, vous faites des hip thrusts. En vrai, voilà, un boule sein dans un corps-sein. Je plaisante à moitié. Les fesses, c'est une zone vraiment de transition. C'est hyper important d'avoir un fessier qui est hyper tonique et bien musclé. Pourquoi? Parce que c'est aussi une zone qui, d'un point de vue anatomique, est à la croisée de plein de choses. Vous voyez les fesses là en bas, ça donne insertion à quoi? Ça donne l'insertion à ce qu'on appelle l'aponévrose lombosacrée. Et donc vous voyez que c'est un point d'ancrage sur tous les muscles de la colonne. Là, on a parlé du TFL. Donc là, le TFL, c'est quoi? C'est cette bandelette là, vous voyez, cette longue bandelette, ce long tendon. Le muscle, c'est juste ce petit bout de merde là, tout petit. Et là, il y a quoi derrière? Il y a le grand fessier en fait, qui a aussi une insertion commune avec cette bandelette. Donc si vous avez un fessier qui est bien tonique et bien solide, oui, directement, et ce n'est pas un truc, on corrige le petit orteil pour une problématique d'épaule, directement, ça aura une implication directe sur le genou. Il y a une phrase en orthopédie, on dit « le genou pleure sa hanche ». Donc c'est vraiment important de venir travailler là-dessus. Les ischio-jambiers, donc ça, machine classique, je vous donne juste des petites machines comme ça. Il y a aussi des exercices au poids de corps que vous pouvez faire assez simples à la maison. Ça, vous devez l'avoir ici, donc pour muscler l'arrière. Assez intéressant aussi pour prévenir de certaines choses. Les mollets, on a vu des problématiques de tendon d'Achille. Le mollet aussi, ce qui est intéressant, c'est une zone qui consomme énormément d'ATP. Donc si vous avez des gros mollets, vous allez potentiellement pouvoir plus stocker, pouvoir plus restituer à l'effort. Donc on veut des gros mollets. Le leg extension, donc ça c'est la machine pour muscler les cuisses. Assez intéressant d'étudier aussi différentes amplitudes. Par exemple dans le cadre d'un syndrome fémoro-patellaire, ce qu'on peut faire, c'est au début essayer de trouver une amplitude qui ne fait pas mal, parce qu'il y a des amplitudes qui peuvent foutre la merde. Si on fait toute l'amplitude du mouvement, ça peut être douloureux, alors que si on travaille que en fin d'amplitude pour isoler qu'une partie du muscle, potentiellement, ça peut être intéressant. Donc encore une fois, ça c'est adapté avec chacun, et donc potentiellement, il faut un accompagnement d'un kiné pour vous aider à y voir un peu plus clair. Psoas, donc lui, miskin, je ne sais pas pourquoi, vous tapez psoas sur internet, ça va être le muscle poubelle, il n'a rien demandé. Et vous allez voir qu'il faut juste étirer le psoas. Non, le psoas, il faut aussi le muscler et en fait, il va initier le mouvement de flexion de hanche. Donc si vous voulez être puissant dans votre course, avoir de quoi relancer à la fin, et pas avoir ce truc où on est complètement mort, on a les genoux qui partent comme ça. Si vous avez des fléchisseurs de hanche puissants, vous allez garder une puissance dans votre course. Et au-delà de ça, rappelez-vous, le genou pleure sa hanche. Si vous avez une hanche qui est puissante, ça va décharger le genou. Si le psoas il bosse bien, le quadriceps il a moins de taf à fournir. Donc c'est aussi intéressant de venir le muscler. Donc ça, tout con, vous prenez une kettlebell dans le pied, vous venez faire ça, ou bien sinon, il n'y a pas besoin de se mettre dans une position chelou comme lui, vous pouvez mettre une box de crossfit devant, vous attachez une poulie en bas, et vous venez vraiment faire des coups de genoux, comme, je sais pas, comme en box taille par exemple, pour venir vraiment le renforcer. Le pied. Donc le pied, ça on l'a vu chez certains, on a le valgus dynamique, il y a un affaissement de voûte. Le pied, souvent on va vous dire, vous avez mal au pied, super, faites rouler une balle. Ok, c'est cool pour gérer peut-être de la douleur, mais d'un point de vue momentané, mais il faut peut-être le renforcer. Donc le pied, exercice classique du grasping, vous prenez une petite serviette, vous essayez de l'attraper avec vos pieds, vous pouvez soulever, etc. Ça, c'est un exercice pour le tibial postérieur, vous prenez un élastique et vous travaillez en dynamique ou ça. Et ça, c'est grâce à mon copain le chauve, il est chauve mais il est gentil, qui est kiné, qui est génial, qui m'a fait connaître ce truc. Donc le plantar pad, vous placez les orteils en extension, en réflexion, et après vous allez venir faire une ascension du talon, et donc ça va permettre de plus isoler la voûte plantaire que de travailler le mollet. Donc ça, très intéressant pour bosser vos yep. Tirage dorsal. Alors ça, c'est juste pour vous inviter à réfléchir sur le fait que on court pas, bon, si on court que avec les jambes, mais en gros, on peut tout à fait travailler d'autres groupes musculaires pour essayer de progresser, pour surtout essayer de prévenir de certaines blessures. Travailler le haut du dos pour un coureur à pied, c'est cohérent. Pourquoi ? Si il va venir avoir une meilleure ouverture thoracique, potentiellement il va avoir une meilleure ventilation, etc., etc. Donc on peut vraiment aller travailler d'autres groupes musculaires. Il n'y a pas besoin de s'intéresser que spécifiquement aux jambes. Le corps s'adapte à la contrainte, dans la mesure où la contrainte que vous appliquez, elle est pas supérieure à la capacité que le corps peut recevoir. Donc en gros, si vous mettez trop de contraintes par rapport à ce que le corps peut recevoir, forcément douleur ou blessure. A l'inverse, si vous ne mettez pas assez de contraintes, votre corps ne va pas s'adapter en fait. Et donc souvent, il y a beaucoup de frustration chez certains coureurs qui se disent « Putain, je ne comprends pas, je me blesse tout le temps, etc. » Ok, mais en fait, là, avec tes objectifs, ton corps, il ne peut pas encaisser cette contrainte. Et tu fais juste des exos au poids de corps à la maison. Alors peut-être que les exos au poids de corps, ce n'est pas assez. Et si tu veux que tes tissus deviennent plus résilients, il faut que tu te mettes de la charge dans la gueule. Donc c'est pour ça que c'est intéressant
les machines de musculation aussi, parce que vous pouvez augmenter la contrainte et en plus évaluer la contrainte que vous arrivez à tolérer. Et petit à petit, en augmentant la contrainte, vous allez aussi augmenter votre capacité à la recevoir derrière. Donc ça, c'est intéressant. Donc pourquoi on a mal et pourquoi on se blesse en course à pied maintenant? C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on vient de dire. Très souvent, et ça Brian il l'a dit aussi au début avec le truc du bout de bois, c'est très cool, la charge appliquée, elle est trop importante par rapport à ce que le corps il peut recevoir en face. Et quand je dis ce que le corps peut recevoir en face, ce n'est pas que les paramètres mécaniques. Très souvent, les gens ils prennent en compte que le volume, que l'intensité de l'entraînement et ils ne comprennent pas que dans leur vie, il y a des à côté. Vous n'êtes pas que des coureurs, vous êtes aussi des êtres humains, vous avez aussi peut-être un boss qui est casse-couille. Et est-ce que votre boss casse-couille, il peut influencer votre douleur? Complètement. Par contre, est-ce qu'il est le seul responsable? C'est un peu facile. Donc, il faut aller voir un petit peu tous les paramètres qu'il y a à côté dans votre vie. Et donc là, il y a un modèle qui est un des modèles les plus à jour aujourd'hui pour évaluer un patient, qui est le modèle biopsychosocial. Et donc, du coup, quand on prend une personne, on investigue qui elle est. C'est quoi son taf? Donc, comment elle est toute la journée? Comment elle va socialement? Est-ce que c'est quelqu'un qui est isolé? Est-ce que c'est quelqu'un qui, socialement, ça va bien, tout va bien dans sa life? Comment elle gère son sommeil? Comment elle gère sa bouffe? Comment elle gère tout ça? Et aussi, évidemment, il y a des paramètres biologiques. Son âge, sa génétique, etc., etc. Et ça, ça c'est quantifiable et on peut s'appuyer aussi là-dessus. La douleur. Donc la douleur, voilà la petite définition de la douleur. Je vous laisse la lire. Donc la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle qui est désagréable. Donc ça, c'est selon l'OMS. Associée ou ressemblée à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Bon, là, je sais que c'est un peu casse-tête, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la douleur, c'est une émotion. Allô, ouais. La douleur, c'est une émotion qui est désagréable. Et il n'y a pas besoin d'avoir un truc pété pour avoir mal. C'est ça qu'ils vous disent. En gros, c'est pas parce qu'il n'y a pas de lésion qu'on ne peut pas avoir mal. Et souvent, ça entraîne beaucoup de frustration chez les patients qui viennent consulter. Ils ont fait tous les IRM de la Terre et disent « Putain, je ne comprends pas pourquoi j'ai mal ». Modèle biopsychosocial, il y a quoi d'autre dans vos lives à côté? Et très souvent, quand on pose des questions, là, les gens ils se disent « Ah ouais, merde, en fait, là, je m'en mets beaucoup dans la gueule en ce moment et peut-être que la prépa, là, ça me rajoute aussi en plus une contrainte et je ne peux pas forcément le gérer. » Et donc, c'est pour ça qu'il y a de la douleur et c'est pour ça qu'il y a de la sensibilisation. Et ça, en fait, c'est cool d'aller consulter des gens pour savoir quand est-ce que vous êtes dans de la lésion qui est réelle, quand est-ce qu'il y a vraiment un truc qui est pété, qu'on peut objectiver, etc. Ou quand est-ce qu'au contraire, vous pouvez être rassuré et là, vous pouvez venir flirter et danser avec votre douleur. Et là, ça peut être chouette aussi, dans une prépa. Donc voilà, douleur égale blessure. Est-ce que la douleur, ça veut forcément dire qu'il y a une blessure? On vient d'y répondre. En fait, non. Et les premières blessures qu'on a dit, soi-disant les premières blessures, est-ce qu'on peut les considérer comme des blessures? Moi, un syndrome fémoro-patellaire, je ne le considère pas comme une blessure. Ça me regarde. Je considère que c'est une sensibilisation des tissus parce qu'il y a trop de contraintes par rapport à la capacité à la recevoir. Et c'est OK pour certains de flirter avec ça. Moi, j'avais mon semi la semaine dernière. J'avais une sciatique, je douillais. J'avais ma périostite. J'étais comme un con en train de flirter avec la douleur. Je savais que j'étais dans une lésion qui n'était pas importante, que je pouvais tolérer. Et donc, du coup, c'est complètement OK. Donc, là, on arrive sur un autre point. C'est quoi vos attentes? Si vos attentes, c'est de pratiquer un sport sans douleur, auquel cas, c'est OK. Et ça, c'est vos attentes vis-à-vis de ça. Auquel cas, il faut créer de l'adaptation. Par contre, si vous vous dites, OK, dans un mois, j'ai le marathon. Là, je ne comprends pas, j'ai mal de ouf. Il y a mon genou qui me fait mal, ça me fait peur. Souvent, les gens, quand il y a de la douleur, ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont. Si vous consultez, on vous explique ce que vous avez, on vous dit, OK, voilà, là, tu as une tendinopathie de la patte doigt, tu as une inflammation, c'est gérable. Il va falloir flirter avec. Il va peut-être falloir faire d'autres trucs à côté. Peut-être falloir faire un peu de renfo, peut-être falloir faire un peu de décharge. Ta séance de F, tu peux la sauter et mettre un vélo à la place. En gros, voilà, comment on peut danser avec la douleur. Et ça, c'est à vous de définir vos attentes. Et des fois, il faut les réévaluer. Des fois, il faut se dire, OK, là, en ce moment dans ma vie, je ne suis pas à un stade où je peux venir achieve. Comment on dit achieve en français? Voilà, réussir mes attentes. En fait, faire mon objectif, concrétiser mon objectif. Et donc, du coup, c'est important de définir ses attentes et aussi de savoir les réévaluer. Des fois, c'est OK de se dire, je ne vais pas performer sur cette course-là, j'ai été blessé, qu'est-ce que je fais? Je me remets peut-être à un autre objectif plus tard et plus lointain. Et c'est OK. Et il ne faut pas se mettre de stress. Par contre, c'est OK aussi de courir et de faire du sport avec de la douleur parce qu'on a vu que c'est aussi une émotion qui est désagréable. Oh, voilà. Donc, c'est la journée de la femme. Bonne journée, mesdames. Je suis obligé de parler de ça. Ça concerne aussi les hommes. Il n'y a pas que les femmes qui sont touchées par le RED-S. Donc, le RED-S,
c'est Relative Energy Deficiency Syndrome. En gros, c'est un syndrome de la déficience énergétique en français. C'est une triade chez la femme qui est très facilement identifiable, où on voit un trouble du comportement alimentaire, présent ou antérieur, un problème au niveau du cycle, donc parfois c'est des femmes qui n'ont plus leur cycle ou bien le cycle il commence à être plus court ou plus long, donc on voit qu'il y a une perturbation du cycle et il y a une perturbation de la santé osseuse. Je vous promets, le nombre de patientes que j'ai eues qui viennent, qui me disent j'ai une petite périostite et en fait c'est une fracture de fatigue et quand on vient creuser, eh ben, on se rend compte qu'elles sont complètement là-dedans, il n'y a plus les règles depuis 6 mois, il y a au niveau du comportement alimentaire, elles ont complètement enlevé les glucides parce que le sucre, c'est le mal. On nous a tous mis ça dans la tête. Regardez ce qu'Alice a dit. C'est très dangereux aussi d'enlever ça puisque c'est l'apport principal. Du coup, elles vont taper dans d'autres réserves. Elles dégradent leurs muscles. Et ces femmes-là, malheureusement, on leur fait faire des ostéodensitométries. Elles ont parfois la densité osseuse d'une femme de 70-80 piges. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas corrigeable. Hein. Attention, ça, il faut une prise en charge pluridisciplinaire. Il faut voir une nutritionniste, il faut voir un psy, il faut voir un kiné, un ostéo, quelqu'un qui va vous aider aussi à reperformer parce qu'on voit que chez des athlètes qui sont un peu obsédés uniquement par la performance, bah ouais, ça va pas au niveau de la performance, on comprend pas. J'arrive plus à passer mes séances comme avant, qu'est-ce qui se passe? Donc là, encore une fois, modèle biopsychosocial. Vous n'êtes pas que votre douleur ou que votre blessure, vous êtes aussi d'autres paramètres. Et ça, on pourra en revenir aussi dans la partie question, ça, on peut faire des tests. Il y a des tests, des prises de sang, il y a plein de choses qu'on peut faire pour aller investiguer ça. Et parfois, il y a beaucoup de carences microvitaminiques. Donc le fer, le zinc, d'autres trucs. Et ça peut affecter plein de choses. Hein. Le comportement, on peut se sentir moins bien, un peu pas bien. Ok. Donc, j'ai un truc avant, non? Non. Donc en gros, les clés pour ne pas se blesser. Ce que vous a dit Brian, ça vaut aussi pour ça, pour ne pas se blesser, à savoir progressivité. Il vous a parlé de volume. Le volume, ça s'applique au fur et à mesure. Après, on peut mettre de l'intensité, etc., etc. Le renfort musculaire, on a vu que c'était intéressant pour gérer de la blessure, mais aussi pour de l'activation neuromusculaire. Des fois, avant des courses, c'est intéressant de se faire une bonne séance de muscu à distance, hein, pas la veille, mais je sais pas, 3-4 jours avant. Vous faites juste un exercice polyarticulaire d'activation, quelques squats, vous aurez un meilleur recrutement moteur le jour J. Alors peut-être vous allez vous dire « Ah merde, je me suis chargé, etc. » Vous allez voir que vous allez en avoir plus sur la pédale. Et le même conseil qu'elle a dit Alice, testez-le en séance. Faites-vous un jour une séance où vous faites un peu de squat ou un peu de hip thrust. Vous allez vous dire « Ah putain, merde et tout ». Les 15-20 premières minutes, ça va être un peu relou. Mais par contre, quand vous allez envoyer vos allures, vous allez vous dire « Putain, je comprends pas, j'ai de la patate ». Vous avez recruté toute votre fibre parce que justement, vous avez activé avec de la muscu. Alors, marcher puis trottiner. Ça, c'est un conseil que je donne des fois aux patients parce que souvent, les gens, ils mettent leur godasse et ils commencent à courir comme ça en sortant de chez eux. Prenez le temps. Laissez aussi votre température corporelle monter. Donc déjà, marchez 5 minutes. 3 à 5 minutes, tranquille, voilà, vous baladez, vous regardez la ville, ça fait du bien. Et après, 10 à 20 minutes, on trottine à 2 à l'heure, histoire de faire chauffer le corps. Et là, une fois que les structures elles sont chaudes, c'est bon, on peut commencer à dérouler, à envoyer. Étirements. Les étirements, bon, il y a plein de trucs qui se disent sur les étirements. Il y a des études qui ont quand même montré que juste avant une séance, faire des étirements en statique, donc des fois on voit des gens sur le banc comme ça, tout mignons, et se disent « Ouais, c'est super, je vais faire mon run, je vais m'étirer ». C'est un peu une idée de merde parce que ça diminue la performance et en plus ça augmente le risque de blessure. Vous pouvez vous faire des étirements balistiques, par contre, ça c'est de l'activation, c'est cool, vous allez gagner en amplitude, et sinon vous pouvez les faire à distance de la séance, mais pas juste avant une séance, quoi. Bon, récupération, ça, du coup on en a parlé avec le modèle biopsychosocial, il faut considérer aussi d'autres paramètres, donc phase de décharge, ce qu'on a dit tout à l'heure rapide, mais vous voyez que vous êtes dans une semaine où vous êtes en train de charger comme des porcs, ah là, ça commence à tirer, là, ma douleur de genou, elle se réactive. Éliminez votre F. Moi, hommage à Nicolas Dalmasso, mon coach, grand penseur, qui dit il vaut mieux faire la séance de moins que la séance de trop. Et en fait, c'est vrai, si vous êtes en train de sensibiliser vos structures et que vous êtes en train, parce qu'il faut respecter le plan, de vous dire « faut que je le fasse, sinon je ne vais pas réussir mon truc », en fait, non, c'est con. Vous auriez juste fait peut-être une séance à vélo de 1 heure au lieu de faire votre EF d'1 heure, vous auriez fait exactement la même sensibilisation pour votre système cardio et pour autant, vous allez décharger, diminuer l'inflammation à un moment qui était crucial pour vous. Donc aussi pensez à ça. Dites-vous honnêtement, j'en suis où? Ah là, mon boss, il m'a cassé les couilles aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai mal dormi, je ne me vois pas du tout aller courir. Ok, c'est bon, je vais à la salle tranquille, je vais pédaler, je me mets un petit switch, je vais transpirer, je me mets ma petite série et c'est ok. Il ne faut pas tout le temps être à fond. Et donc l'alimentation, comme on l'a dit, avec Alice, donc, qui est primordial, il faut savoir la gérer. Et du coup, petit placement de produits. Et oui, c'est comme ça. Donc Alice a fait une formation à destination des sportifs. Si vous voulez, il y a un petit code pour les adhérents de la Montgolfière. Voilà, donc c'est pour vous aider un petit peu à comprendre
et à gérer votre nutrition. Et là, du coup, on va se réunir tous les trois. Et est-ce que vous avez des questions? Tiens, viens, Alice. Je peux allumer ton micro, frérot. Ouais. Par rapport à Saint-Peniche, mais au syndrome des loges. Ouais. J'étais un peu surpris de l'avoir dans la liste des blessures typiques des débutants. Ouais. Alors que c'est plutôt un truc qui arrive quand on pratique énormément. Pour moi, c'est vraiment la blessure, tu vois, du pilote de MotoGP, on en entend beaucoup parler, on passe tous par la case opération et tout. Comment est-ce que tu l'expliques? Et est-ce que toi, tu as un peu un retour d'expérience perso sur justement comment tu l'aperçois, comment tu la détectes par rapport à toute cette zone du tibia où tu disais que voilà, il y avait beaucoup de choses qui peuvent se passer? Alors, pour le syndrome des loges, là, c'est le syndrome des loges antérieures. Très souvent, là, peut-être que ce que tu évoques, c'est le syndrome des loges postérieures qui arrive. Et on voit des fois des coureurs qui ont été opérés, qui ont une balafre, etc. Pour le syndrome des loges postérieures, il faut aller distinguer aussi avec un truc qui s'appelle le syndrome de l'artère poplitée piégée, qui arrive très souvent aussi. Donc, en fait, le syndrome des loges, c'est un peu bâtard cliniquement à identifier. Et ça peut être parfois un diagnostic d'élimination. Globalement, un truc vasculaire, et ce n'est pas dogmatique ce que je vais dire, ça a tendance à augmenter à l'effort. Donc même quelqu'un qui fait ce qu'on appelle un angor de poitrine, donc un problème cardiaque, il va courir et en fait il arrive à un moment où il a une douleur thoracique et il se dit putain là je comprends pas, il s'arrête, il laisse redescendre le truc, il arrive à repartir. Ça peut être cliniquement un truc un peu vasculaire. Le syndrome des loges antérieures, il n'y a pas besoin forcément de l'opérer, on peut faire ce qu'on appelle du gait retraining, c'est-à-dire changer certaines modalités. Parfois, il y a des gens, on leur dit la meilleure pose de pied, c'est pied avant-pied. Et donc, du coup, ils changent leur positionnement de pied parce qu'ils sont obsédés par avoir la meilleure foulée, le meilleur truc, alors que, non, il y a des prédispositions. Et donc, du coup, comme ils ont ça, ça va entraîner ça. Parfois, en augmentant la cadence. Parfois, en changeant la paire de chaussures. Il n'y a pas de règle. Franchement, il n'y a pas de règle et ça s'étudie au cas par cas. Donc, encore une fois, quand il y a une douleur, quelle qu'elle soit, et qu'on n'arrive pas à la gérer seul avec des petites adaptations, comme je vous ai dit, faire un peu de muscu sur zone, etc., allez consulter en fait pour justement essayer de venir éliminer. Et après, il y a des examens cliniques, il y a ce qu'on appelle la PIM, la pression intramusculaire. Donc, c'est-à-dire on te fait courir jusqu'à reproduction de syndrome et on te plante un truc dans la jambe pour voir la pression de la loge. Et si on voit que la loge, là, elle a une certaine pression, là, on peut dire, OK, cliniquement, là, c'est avéré, c'est un syndrome des loges. Mais en tout cas, le syndrome des loges antérieures, c'est pas une cata. Tu vois, très souvent, c'est beaucoup de tension aussi au niveau du muscle tibial antérieur, etc. Et en vrai, phase de décharge pour créer de l'adaptation, des sports à côté comme du vélo, etc. pour moduler un peu. Et parfois, le tour est joué. Hein. C'est pas, faut pas se dire « Ah, syndrome des loges, je suis niqué, je vais me faire opérer, ma vie est foutue ». Non, non, non. On peut faire d'autres trucs, quoi. Et pourquoi plutôt les débutants que les confirmés ou au niveau du coup? Ça, c'est juste moi, ma déduction. Le confirmé, justement, sa loge musculaire, elle s'est peut-être plus adaptée. Et donc, du coup, le syndrome des loges aussi, désolé, on n'a pas trop expliqué. Donc, en gros, vos muscles, ils sont cloisonnés par loge musculaire. Pour ceux qui mangent de la viande, je ne sais pas si vous voyez, des fois, il y a des liserés un peu transparents. Et donc, en gros, à l'effort, forcément, le muscle, il reçoit plus de sang et donc, du coup, ça peut gonfler. La loge, si le muscle il est étouffé, ça peut être sensibilisé. Donc, du coup, ça peut créer de la douleur et ça peut être super chiant. Et du coup, probablement que chez le marathonien, il a potentiellement probablement un plus gros mollet, des muscles qui sont mieux définis, des loges qui sont mieux définies que le mec qui commence à courir, qui a un mollet qui est comme as, qui n'a jamais couru de sa vie, qui commence à courir à fond, à se dire « Putain, il faut que je fasse mon semi, faut que je fasse 6 séances par semaine. » Et là, il a trop sensibilisé par rapport à sa capacité. Encore une fois, si le débutant, il commençait 15-20 minutes de footing au début, et en fait, dans la tête des gens, courir, c'est 1 heure. Il faut que je cours 1 heure. Non, tu marches 5-10 minutes, tu cours 15-20 minutes, c'est OK. Et c'est OK que tu sois en plus essoufflé au début. Et vaut mieux courir fréquemment au début, genre 3-4 fois semaine, très peu, et après tu augmentes le volume. Et après, tu commences à mettre de l'intensité. Donc je pense que l'erreur, c'est que les débutants, en fait, ils se mettent une pression de malade sur des trucs, alors que s'ils y vont très très graduellement, ça apparaît pas en fait. D'autres questions? Tiens, vas-y, passe le micro, monsieur. Est-ce qu'on aura accès aux slides? I don't know, we will see with the Montgolfière Club. We'll talk soon. D'autres questions? Ouais? Tiens, vas-y. Vous pouvez poser aussi des questions à ce charmant jeune homme et à cette charmante dame. C'est peut-être aussi un sujet aussi pour les débutants, mais est-ce qu'on a évalué l'impact de
Strava sur les blessures. Ouais, de ouf. De ouf. En fait, ils ont fait une étude qui est grave drôle. Ça, dans la formation de Mathieu, je lui fais un petit coucou, il en parle. En fait, il y a beaucoup de gens qui courent par culpabilisation. C'est-à-dire que ça les fait chier de ouf de courir, mais en fait, ils se mettent dans la tête qu'il faut aller courir. Et c'est horrible. Il y a, pour certaines personnes, c'est un lien social. Moi, au début, quand je courais, moi, mon sport avant, c'était la boxe. Quand je suis rentré au club, je n'avais pas compris moi, j'étais un assos. Courir, c'était impensable de courir avec quelqu'un. Eux, ils se foutaient de ma gueule. Moi, mes premières courses, quand je faisais un semi ou un marathon, je courais tout seul. Ils me disaient, mais attrape un groupe. Je fais, mais non, mais j'aime pas les gens. Et en fait, il y a un caractère social. Donc oui, ils ont fait des études sur Strava rétrospective où ils se sont rendus compte que, en effet, ça avait un putain d'impact et parfois un impact négatif aussi. Parce qu'il y a une quête de la performance. Et souvent, on se compare. Et ça, c'est très mauvais. Alice et Brian, ils me mettent une pilule. Je ne me compare pas du tout à eux. Si je me compare à eux, je suis dépressif toute ma vie. Et c'est pas l'idée en fait. Moi, je suis très content de ce que je fais et c'est cool. Donc, faut. Ouais, Strava, attention Strava. Moi, j'ai une question pour Brian. Je sais pas si ça marche. Plus sur la partie mentale, parce que tu parlais de flexibilité dans l'entraînement, l'intensité, la fréquence. Et moi, ma question, c'était plus sur la partie mentale. Comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à adapter? Parce que Muriel, juste avant, il parlait de culpabilisation pour faire un entraînement, notamment quand tu prépares, notamment ce marathon qui peut être assez intense. Et souvent, on peut avoir trouvé la bonne balance d'un point de vue intensité, fréquence d'entraînement. Mais par contre, c'est dans le temps, est-ce qu'il y a des processus mentaux pour vraiment se dire il faut continuer la prépa, parce que des fois ça peut être long, mentalement ça peut être compliqué, et finalement ça peut être fatigant, même si physiquement on ne fait pas forcément. Et donc derrière on peut se blesser, je parle en connaissance de cause. Est-ce qu'il y a des schémas mentaux qui peuvent se mettre en place? Est-ce qu'il y a des best practices par rapport à ça? La question n'est pas facile, parce que forcément elle prend l'ensemble de l'enseignement en perspective. Le truc, c'est que à la fois, tu vas avoir la demande de ton objectif, ce que vraiment tu cherches à faire, Ouais, parle dedans. Ce que tu vas chercher à faire. En fait, à travers ça, c'est vraiment ton objectif. Est-ce que ton objectif, c'est ta perf? Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment réaliser toi 2h20 sur un marathon. Et est-ce que tu prends en compte, en fait, du point A, tu vas partir par rapport au point B où tu vas arriver. Le point B, c'est qu'on soit 2h20. Où tu es sur ton point A et comment tu vas gérer en fait un peu la granularité qui va t'amener à ça. Et le truc, c'est qu'au quotidien, en fait, il n'y a pas de bonne réponse à ta question parce que au quotidien, tu dois avoir à la fois gérer un peu ta résilience, entre guillemets, à parfois faire tes entraînements sous un peu de fatigue, parce que comme l'a dit Aurélien, en fait, sans fatigue, il n'y a pas de progression. Donc tu es toujours obligé de gérer cette balance-là. Mais parfois, en fait, et c'est là qu'on tombe tous dans le piège de trop s'entraîner. On tombe tous dedans. Parfois, il faut passer par là aussi. Je pense vraiment qu'il faut passer par là aussi pour comprendre. Tu as des exemples, on en a dans le Zoom, je ne le citerai pas, mais je ne les citerai pas en tout cas. Mais de gens en fait qui ont cette capacité à ne pas se blesser, qui ont cette capacité à pouvoir charger. Diego. Ils ne se blessent pas. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils progressent à chaque fois parce qu'ils n'ont peut-être pas ce truc qui les fait en fait prendre du recul là-dessus. Et donc parfois en fait, il faut savoir gérer entre ce que tu vas aller chercher comme une bonne fatigue, ce qui va faire que tu vas aller faire ton 30 bornes de ta prépa marathon alors que tu sens continuellement que tu es en train de charger. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? En fait, ça va être tellement multifactoriel qu'il n'y a pas de bonne réponse. Mais après, ça n'empêche que, tu vois, on a parlé fréquence, on a parlé adaptation, et Uriel vient de le dire, moi j'en ai parlé un petit peu, quand on va être dans des phases un petit peu de fatigue, que, admettons, sur le plan, il y a un 6 x 10 minutes à l'heure marathon, c'est n'importe quoi. Il y a 6 x 10 minutes à l'heure marathon à faire, c'est une grosse séance qui va créer beaucoup de fatigue, donc vous vous sentez déjà un peu fatigué. Qu'est-ce qui t'empêche de faire 2 fois 3 fois 10 minutes, tu vois? Soit tu peux la séparer en deux ta séance. Il y a une étude qui a été faite là-dessus, elle est assez incroyable. Pour le coup, c'est pour ça que je dis 6 x 10 minutes. Ils ont fait 3 x 10 le matin, 3 x 10 le soir. Ils ont fait ce groupe-là, un autre groupe, ils ont fait 6 x 10 minutes d'un coup. Et en fait, on se rend compte que la charge interne, les adaptations, elles sont les mêmes. Pour autant, la charge externe, pardon, donc vraiment ce qui a été fait, c'est-à-dire 60 minutes à leur marathon qui ont été faites. Pour autant, la charge interne, donc les dégâts, le coût de l'entraînement, il a été diminué pour le groupe qui l'a fait en 2 fois. Donc ça peut être intéressant quand tu sens qu'il y a de la fatigue qui commence à se mettre en jeu. Après, c'est pas toujours la bonne solution aussi. C'est toujours un système. Tes questions? Là-bas.
contraire là-dessus. Et du coup, je me demandais si ça avait vraiment un effet, le fait de manger juste après, notamment dans un objectif de maintien, voire prise de poids en faisant du sport. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, la fenêtre métabolique ou anabolique, on peut dire les termes, c'est la fenêtre en gros de 40 à 45 minutes juste après l'effort, c'est plus optimal de prendre un apport de protéines, donc c'est plutôt protéique, couplé à des glucides aussi un peu, parce qu'en fait le corps il va y avoir une meilleure absorption intestinale et ça va permettre une meilleure récupération musculaire parce que les protéines utilisées vont directement vont agir beaucoup plus rapidement au niveau des muscles qui ont été endommagés. Donc oui, il y a un impact, il y a un intérêt vraiment de prendre dans les 45 minutes qui suivent l'effort un apport protéique couplé avec glucides parce que c'est mieux assimilé au niveau intestinal. Par contre, c'est pas parce qu'on dépasse les 45 minutes qu'il faut plus prendre de protéines après l'effort. Si on n'a pas besoin de prendre de protéines, d'apport protéique juste après, on peut mieux prendre 1 heure et quart, 1 heure et demie quand même un apport que de ne rien prendre parce qu'on se dit qu'on a passé cette fenêtre. C'est toujours pareil, c'est la théorie et la pratique. En pratique, en théorie, c'est bien de le faire. En pratique, si c'est trop compliqué, on met quand même des points un peu plus tard dans le temps, ça sera quand même intéressant. Donc là, c'est plus dans un aspect de récupération musculaire, pas forcément pour la prise de poids. Pour la prise de poids, il faut plus augmenter, c'est plus au niveau des quantités que ça va jouer, mais au niveau des protéines aussi, il faudra augmenter l'apport en pratique. Du coup, on parlait du plan d'entraînement, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire que du coup, forcément, le mental il joue un coup parce qu'il y a plus ces moments de préparation où on gagne beaucoup de cellules d'endorphine, beaucoup de sport, d'endorphine, etc. Même en nutrition, du coup, on va réduire parce qu'on n'a plus autant d'apports. Et même en termes de blessures, on les a beaucoup moins parce qu'on force beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe du coup post-préparation, toutes ces semaines qui s'est passées? Au niveau alimentaire, alors au niveau alimentaire, donc déjà ça va dépendre la course qui a été préparée. Si c'est un ultra, un marathon, quelque chose qui est long, les jours qui vont suivre, c'est normal d'avoir plus faim en fait, de s'écouter, de se dire je diminue parce que j'ai fini mon entraînement. Les jours qui vont suivre un marathon, les 3-4 jours en général, on a quand même plus faim parce que le corps a fait un effort qui est quand même long et dans lequel on a puisé, donc il faut écouter ses sensations et manger. Pareil pour un ultra, c'est normal, on a quand même puisé dans les réserves. Surtout que si on a fait attention un peu à son alimentation les semaines avant la compétition, c'est compliqué de faire attention aussi après la compétition. Normalement, l'alimentation, c'est quand même quelque chose qui reste plaisir et dans lequel on peut trouver un plaisir soit sucré. Donc c'est quand même intéressant la semaine qui va suivre de vraiment se dissocier de l'alimentation et se faire plaisir parce que sinon, comme on parlait tout à l'heure de la charge mentale, c'est une charge mentale aussi en plus de l'alimentation. Si on la continue même après la compétition, ça devient compliqué, on ne peut pas gérer toute l'année cette charge. Et par contre, les semaines qui vont suivre, du coup, on va retourner un peu dans un rythme de vie un peu plus normal que la semaine qui va passer. Normalement, le corps est quand même régulé et fait pour que, même en période de blessure, on va peut-être avoir faim les premiers jours comme les jours d'entraînement, mais normalement, la faim va diminuer et ça va dépendre de nos dépenses énergétiques. Donc, si la dépense énergétique diminue, en fait, la sensation de faim va diminuer aussi dans les semaines qui vont venir, et on va vite revenir comme avant les semaines de préparation, quoi. Sans tomber dans un extrême à compter les calories, à compter tout pour se dire il faut que je revienne absolument comme avant. Il y aura normalement une petite prise de poids qui est faite après l'objectif qui a été passé, qui a été réalisé, et c'est normal aussi que le poids ne soit pas tout le temps pareil, et ce qui permet aussi d'avoir des pics de forme et des pics on est un peu en forme dans l'année. Ouais, la question elle est hyper cool parce que surtout aujourd'hui, on voit quand même pas mal d'athlètes qui justement soit enchaînent beaucoup les courses et donc pas forcément ces phrases derrière. On parle forcément de qu'est-ce qu'il faut faire après une course, forcément il faut récupérer. Mais là où c'est important en fait, c'est qu'elle est sous-cotée cette récupération. Souvent, pour ne pas citer d'exemple de gens qui enchaînent beaucoup de marathons, le truc c'est que le jour de la course, votre corps il va se mettre dans un état qui est complètement particulier. Vous allez avoir énormément
d'adrénaline, vous allez avoir du stress. Et en plus, vous allez vraiment pousser votre organisme au max. Vous allez passer la ligne d'arrivée, vous allez être mort. Sauf qu'en fait, la fatigue qui va être générée sur ce genre de course, il va exploser par rapport à ce qu'il a déjà été avant. Votre corps, il ne connaît pas en fait cette fatigue-là. Il est dans un endroit nouveau, entre guillemets. Et donc souvent, en fait, là, que vous fassiez un 5, 10, 21, un marathon ou un ultra, en fait, la fatigue qui va être générée par le genre de course, il faut surtout pas, il faut vraiment faire attention derrière à comment vous allez enchaîner. Un marathon, alors ça va dépendre forcément de la façon dont vous êtes entraîné avant. Quand on voit là un exemple très récent, Félix Bourg, vous avez vu, il a fait 2h06 sur marathon, derrière il fait champion de France de cross, mais Félix Bourg il s'entraîne 200 km par semaine. Donc en fait au final un marathon pour lui, le bout de bois il bouge pas tant que ça en fait. Le marathon il l'encaisse très très bien, le lundi matin il faisait des 30-30. Des 30-30, je pense que tout le monde ici, des 30-30, ça génère de la fatigue. Félix Bourg, il fait des 30-30, ça fait rien du tout, c'est un footing pour nous. Donc en fait, le truc, c'est que faut toujours faut faire attention le jour de course à gérer la fatigue supplémentaire qui va être faite. C'est pas un entraînement, c'est pas votre entraînement sur piste. La course, c'est la course. Et donc parfois, on a trop tendance à vouloir trop enchaîner. Et donc du coup, il faut vraiment savoir respecter cette phase. Un marathon, souvent, c'est 2 à 3 semaines, même s'il n'y a plus de courbature après une semaine. Parce que si on regarde, il y avait une étude qui était vraiment assez incroyable là-dessus. Ils avaient regardé la variabilité cardiaque des gens post-marathon pendant 3 semaines jusqu'à 2 mois. Et en fait, on voyait des effets du marathon jusqu'à plus d'1 mois sur une variabilité cardiaque. Donc vraiment quelque chose qui va être assez représentatif du stress de votre corps. Et donc le truc, c'est qu'il y en a qui vont récupérer très vite. Je ne dis pas que tout le monde doit attendre 1 mois. Il y en a qui vont récupérer très vite, d'autres beaucoup moins. Mais par contre, il faut vraiment faire très attention à cette phase-là. Se laisser aussi kiffer, entre guillemets, le moment, j'ai réussi mon objectif, ou pas d'ailleurs, mais j'ai fait cette course, je me laisse le temps de bien récupérer, de me fixer des nouveaux objectifs et repartir du point A pour aller au point B. Juste avant, très cool la question, mais il y a un gros paramètre mental. Et en fait, nous, dans le club, on le connaît tous, on a tous ce petit syndrome un peu dépressif, mais vraiment, après une course, parce que on s'est préparé mentalement, on s'est conditionné, etc. Il y a le truc, vas-y, je fais quoi maintenant dans ma life ? Vas-y, ma semaine, elle était rythmée par ça, je fais quoi ? Donc, il y a un gros paramètre mental. Et ce qu'il disait aussi, donc, très souvent, on fait les cons à vouloir reprendre trop vite. Marathon, c'est entre 1 semaine et 14 jours de récupération, où des fois, il faut savoir couper. Et en fait, très souvent, comme notre vie, elle était rythmée par ça, on a ce réflexe aussi. Parce que on est des animaux, à un moment donné, on a besoin de routine aussi. Les gens qui disent « j'aime pas la routine », non, tu bouffes tous les jours, frérot, tu te douches tous les jours, tu te brosses les dents, tu as une routine. Quoi qu'il en soit, tu en as une sur certains trucs, il y a des rituels. Et la course, des fois, pour certains, pour ceux qui courent quasi tous les jours comme nous, c'est un rituel. Et quand tu casses ce rituel, tu es paumé. Et donc du coup, en fait, c'est pour ça que pour certains, une façon de gérer, c'est de se mettre, comme il a dit, un objectif, mais assez lointain, pour pouvoir avoir cette phase, justement, d'être progressif à nouveau. Parce que si tu recommences à courir tous les jours, etc., voilà. Moi là, je suis hyper frustré. J'ai fait mon semi la semaine dernière. J'ai couru qu'une fois depuis. Je suis comme un ouf. Je pète un câble. Et je me dis, comment est-ce que je dois reprendre ? Est-ce que je dois reprendre comme ci, comme ça ? On est tous par ce truc-là. Donc, il n'y a pas de façon de gérer un après. Pour certains, la façon de gérer un après, c'est de se projeter dans la durée, de se dire, OK, il faut que je me mette un dossard. Et là, ça va être mon futur objectif. D'autres, parce que, encore une fois, les attentes. C'est quoi tes attentes vis-à-vis de la course ? Est-ce que tu avais juste envie de faire cette course-là ? Et après, c'est bon, nique sa mère, je vais reprendre Netflix, je vais kiffer ma life et je vais faire d'autres trucs. Qu'est-ce que tu veux ? Et en fait, c'est à toi de le définir. Donc, pose-toi la question d'abord de c'est quoi tes attentes ? Et en fonction de tes attentes, non, je veux que ma vie elle soit rythmée par la course. Ok. Alors, mets-toi un autre objectif lointain, comme ça, tu as le temps de t'y préparer. Moi, j'ai une petite question sur ça touche la récupération, sur les étirements. Moi, c'est un truc sur lequel je suis vraiment pas du tout rigoureuse. Et je m'entraîne quasiment tous les jours. On va les couilles. Et pour le coup, vraiment, c'est un truc que j'ai en vrai la flemme de faire, je me force après. Mais à quel point c'est un impact, ça impacte ma performance, on ne fait pas forcément suffisamment m'étirer, etc. Alors, ma réponse, désolé, je vais être vulgaire, on s'en bat les couilles. C'est-à-dire que, ouais, en vrai, c'est-à-dire que la course à pied, c'est un sport où tu as besoin d'être en tension sur un certain point. Je vais te prendre l'exemple d'un chimpanzé. Le chimpanzé, pour aller se propulser d'arbre en arbre, il est comment ? Il est en tension sur son truc. Tu lui détends les ischios, machin, etc. Tu crois qu'il va réussir à se propulser ? Non, il y a un besoin de tension aussi. Donc, en vrai, c'est quoi, encore une fois, tes attentes par rapport aux étirements ? Est-ce que tu veux un confort articulaire ? Est-ce que tu veux te sentir mieux ? Et est-ce que ça te provoque ça ? Si c'est le cas, il y a là, fonce, kiffe ta life. Par contre, si on t'a culpabilisé, on t'a mis dans la tête que les étirements c'était hyper important, il fallait les faire, et que toi, t'en tires pas de bénéfice,
On n'en a rien à foutre. Moi, je m'étire pas, ça me fait chier. Pareil, mais du coup, ça, enfin, c'est pour gagner en amplitude, donc tu t'étires, etc. Donc tu t'allonges, tu t'étires. Vrai, tu as tout à fait raison. Ça peut être aussi un facteur de performance, comme il peut y en avoir d'autres. La puissance sur tes muscles et la tension que tu as. Moi, en vrai, l'année où j'ai voulu m'étirer, donc j'ai fait 1 an de yoga, ça m'a flingué. Ouais, j'ai déclenché une sciatique, ça m'a niqué, etc. Et en fait, j'ai arrêté ça, j'ai fait que du renfo. Attends, je fais que du renfo. Je dis pas que parce que ça va à moi, ça ira aux autres. Non, et je dis pas le yoga c'est pas bon, pas du tout, c'est chambé à plein d'autres niveaux. Mais encore une fois, si toi, sans les étirements, tu arrives à te démerder, tu arrives à progresser, tu arrives à tout ça, c'est pas le premier facteur de progression. Premier facteur de progression, il te l'a dit, c'est le volume. Est-ce que tu appliques déjà un volume qui est assez important? Ok. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que je peux optimiser? Est-ce que je peux optimiser mon sommeil, etc. Et tu verras que tu vas récupérer. Et moi, ma longueur de foulée, sans m'étirer, quand je regarde mes progressions sur les dernières années, elle s'allonge. Alors que tu me prends, je suis un putain de bout de bois. Hein. Mais c'est ok. Voilà, donc on s'en bat les couilles. Petite question sur tous les efforts. On conseille de faire des réserves en glycogène pendant les efforts, la semaine, par exemple de step. Comment bien le réaliser? Est-ce qu'il ne faudrait pas vider les muscles en début de semaine pour le charger après? C'est quoi la méthode? Du coup, là, tu parles de régime dissocié, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, le but du régime, ça va être de vider les stocks de glycogène, donc les stocks de glucides qui sont stockés au niveau des muscles sur le début de semaine de compétition. Donc, on part du lundi pour aller au dimanche, on a notre compétition. Sur un effort qui est long, donc type marathon, sur un 5 km, 10 km, on va, pour vider les stocks, ça veut dire qu'on va vraiment couper les glucides sur les 3 premiers jours, donc du lundi au mercredi, pour que les stocks soient vides. Et le but, ça va être de faire une recharge glycogène à partir du jeudi. En général, on met un footing le jeudi matin pour vraiment terminer de vider les stocks. Et après, on recharge, et là, vraiment, on rigole plus sur les glucides comme on les a coupés tous les 8 semaines. Et l'alimentation devient quasiment exclusivement que des glucides, donc pas de riz, pomme de terre, ce que je disais tout à l'heure. Et le but, ça va être que comme le corps a été privé pendant 3 jours, il va surcompenser et surstocker par rapport à ce qu'il avait la capacité de stocker avant. Donc les stocks de glycogène seront plus importants que ce qu'il avait été capable de faire pendant la prépa. Donc c'est le but de ça. Si on a des stocks de glycogène plus importants, sur la prépa, on sera, sur la course, du coup, on pourra aller plus loin dans l'effort. Les études, elles ne sont pas toutes pour ça. Hein. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement que ça fonctionne. Ça peut être aussi psychologique dans le fait de dire qu'on se met vraiment dans sa semaine de course et que du coup on met des choses en place, on va peut-être pas manger trop sur le début de semaine, on fait encore des choses comme l'entraînement a beaucoup diminué. Pour les personnes qui n'ont jamais fait ça, qui veulent le tester, moi je ne conseille pas de le tester à 100% sur les 3 premiers jours, donc de couper vraiment entièrement les glucides, mais plutôt de diminuer, si on le testait déjà diminuer c'est déjà pas mal, par exemple, en général, parce que j'ai quand même des patients qui veulent souvent le faire, hein. Donc en général je garde pareil sur le petit-déj, le midi on garde un tiers de ce qu'on a l'habitude de faire, et le soir on coupe entièrement, ça diminue déjà beaucoup, parce que c'est quand même des méthodes qui ont été faites, chez des personnes qui sont athlètes de haut niveau, sportifs de haut niveau, donc ils n'ont que ça à faire de la semaine. Nous, à côté, on travaille quand même tous, on a quand même des dépenses énergétiques au niveau cérébral, plus que quelqu'un qui va vraiment atteindre toute la semaine de course. Donc je préfère quand même garder un peu de glucides sur le début de semaine pour éviter la fatigue. Et comme c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on sait comment, on ne prive pas quelque chose qu'on n'a jamais testé. Alors on a fait 12 semaines de prépa et on va former. Parce que couper les glucides aussi, ça fait aussi au niveau du sommeil, ça excite le cerveau parce que le cerveau il se nourrit que de glucides. Donc le cérébral ne prend que des glucides. Si on coupe les glucides, le cerveau il va être un peu plus excité et on va moins bien dormir, on va mettre plus de temps à s'endormir, etc. Donc ça peut jouer aussi sur le sommeil. Donc je ne suis pas pour le pratiquer d'un coup complet si on ne l'a jamais fait et le faire progressivement. Si on voit que ça a fonctionné la première fois en diminuant un peu, progressivement sur les autres courses on peut aller jusqu'à faire 2-3 fois et après on coupe entièrement si on veut. Merci. Juste pour ajouter, parce que je trouve que l'exemple il est hyper bon par rapport à tout ce qu'on a dit. Le truc c'est que le régime dissocié, tu vois, en fait, tu as tes entraînements, en fait tu viens rajouter un stress avec l'alimentation. Et donc de tout ce qu'on a dit, en fait, tous les stress, que ce soit le travail, tout ça, là en fait tu viens rajouter un nouveau stress avec l'alimentation. Et donc en fait pendant ton régime dissocié, si tu commences à couper les glucides et tout ça, en fait tes entraînements, tu as intérêt à faire gaffe aussi à ce que tu fais.
Parce que la charge de l'entraînement, le mardi, admettons, tu fais 12 x 30-30. Si tu refais la même chose 12 x 30-30 avec un régime dissocié, la fatigue ne sera pas du tout la même. Tu auras beaucoup plus de fatigue à cet endroit-là. Et donc il faut faire hyper attention dans ces phases-là, surtout que tu es la semaine de ta compète, à ne pas surcharger parce que tes entraînements ils sont les mêmes entre guillemets, mais pour autant tu as rajouté du stress. Donc c'est vraiment un bon exemple par rapport à tout ce qu'on a dit avant, de tous ces facteurs qui viennent en fait moduler la charge. L'entraînement il est le même à la fin, pour autant tout autour vient modifier en fait ce que ton corps va ressentir. D'autres questions? D'autres questions? Non, c'est tout bon? Ok. De toute façon, si vous en avez d'autres ou quoi qui viennent, je ne sais pas si on transmettra nos contacts et tout ça, mais il y aura nos trucs pour nous envoyer des petites questions. On mettra nos Insta. On veut le 06 du réel surtout. Oui. Tu vas avoir des problèmes. Merci pour votre écoute, c'était grave cool. Merci d'avoir gâché une journée au soleil pour nous écouter, ça fait plaisir. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.